Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Initiative Podcast avec moi, Critique Masqué. Bonjour. On ouvre la phase 3 du podcast, vu qu'on va parler des X-Men. Des X-Men, exactement. Il y a combien de films en tout ? 11. 11 films. Et le 12e qui va sortir cette année. Dark Phoenix. Oui, qui aurait dû sortir il y a déjà 6 mois, je crois. Ça sent pas bon. Mais bon, il y a l'histoire du rachat de Disney, enfin de Fox par Disney, tout ça, ça va rentrer en ligne de compte pour le prochain. Et là, on remonte 19 ans en arrière. Ouais, c'est le plus gros saut dans le temps qu'on a fait dans le podcast. Pour là, c'est l'origine. Là, on est vraiment à l'origine de ce qu'on vit. On est à l'origine du renouveau des super-héros qui dure encore jusqu'aujourd'hui. Ça fait 20 ans que ça dure. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ce soit prêt de s'arrêter. Quand tu vois qu'Aquaman est en train de cartonner, j'ai pas l'impression que ce soit fait pour soit parti pour s'arrêter. Non, c'est clair. Ouais. C'est pas comme les westerns ou ces films-là. C'est vraiment là, c'est fait pour durer. Et tant mieux, hein, ça veut dire que le podcast il va durer longtemps. Exactement. On va avoir des choses à dire. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de la pré-production parce que ils ont essayé de faire un film X-Men pendant toutes les années 90. Ouais. Et le plus gros développement qu'il y a eu à une époque, c'était que James Cameron voulait produire. Encore lui, quoi. Encore lui, j'allais le dire justement. Il voulait produire, il voulait que ce soit sa femme de l'époque qui réalise. Donc Catherine Bigelow. Ça aurait été bien. Ça aurait été super. Quelque chose, ouais. Ça aurait été de ouf. Je crois qu'à la même époque, elle a fait Point Break. Elle a fait Point Break, elle a fait Strange Days, qui est un film qui... J'ai pas vu Strange Days. C'est super bien, mais surtout qu'elle a un vrai propos hyper social. Enfin, elle arrive à parler des défavorisés, beaucoup dans son cinéma, de manière assez... Pas non plus tape à l'œil. Naturelle. Ouais, voilà, je trouve que c'est assez incarné dans ce qu'elle raconte, et donc ça conviendrait parfaitement à X-Men, quoi. C'est triste que ce soit pas... Bon, après, on a eu quelqu'un de pas mal pour Wonder Woman aussi, mais que ça aurait été sympa que ce soit elle qui aurait pu faire Wonder Woman à l'époque. Ouais. On en parlait beaucoup. Bon, ça s'est pas fait. Ça aurait été un peu plus Grinch, un peu plus edgy, quoi. Pourquoi pas les nouveaux X-Men, vu qu'il y aura les nouveaux X-Men un jour. Ouais, non mais c'est sûr que elle j'aimerais bien la voir dans un blockbuster d'un peu de studio, quoi. C'est vrai qu'elle a fait des films importants, Zero Dark Thirty, tout ça, mais pas du gros blockbuster. Elle a fait de l'action, quoi. Beaucoup. Et elle est douée, hein. J'aime beaucoup cette réalisatrice. Alors, on aurait eu Bob Hoskins en Wolverine, Michael Biehn en Cyclops. Bob Hoskins, c'est bien celui auquel tu penses. Oui. C'est Roger Rabbit, hein. Ouais. En Wolverine. Ah ouais, non. Qui aurait pu faire un très bon pingouin, je trouve. Oui, voilà, pingouin, oui, ça va tout seul, mais en Wolverine, j'arrive même pas. Par contre, là, je vais te dropper deux noms qui vont nous faire dire ok. Christopher Lee en Magneto. Normal. Ouais. Et Angela Bassett en Storm. Angela Bassett, c'est la mère de Black Panther. D'accord, ok, oui. Qui a été dans des tonnes de films, vraiment, toujours la très très bonne actrice. Ouais, j'espère que Storm aura eu un rôle un peu plus développé que ce qu'elle a eu dans le premier film, parce qu'elle est quand même... presque tous ses films d'ailleurs. Ouais, elle est hyper anecdotique comme X-Men au final. À part ses pouvoirs qui sont assez visuels, le reste... Bon, sinon, il y a eu d'autres personnes qui ont été approchées pour réaliser les films. Il y a eu Robert Rodriguez. Ouais, ok, ça aurait pu être intéressant. Il y a eu Tim Burton. Oh non. Et ils ont tous les deux refusé. Mais Tim Burton, il l'a fait un peu, hein, avec son l'orphelinat de machin là. Tu sais, Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'était lui, ça ? Ouais, c'est Tim Burton. Ça ressemble un peu à X-Men dans le principe, quand même. C'est une maison qui recueille des gens qui ont des super pouvoirs. Ah, ok. J'ai pas du tout... Je l'ai zappé complètement. Ah oui, là, ok. Enfin, je déteste ce film, mais bon. Richard Donner. Ouais, bah ok. On retourne aux sources, quoi. Sans de prendre les bases. Joel Schumacher. Allez, c'est parti. Non, purée, ça. Brett Ratner. Bah oui, alors lui, il aurait tué la saga dès le début. Voilà. Oh là là. John McTiernan. Ça aurait été intéressant aussi. Danny Boyle. Je vote pour aussi, évidemment. Irving Kershner. Ouais, bon. Je sais pas quel âge il avait. Non, moi non plus, ouais. Et Paul Anderson, le mauvais. Le mauvais, ouais. Pas le bon. Non, de toute façon, il aurait fait un film avec 3 personnages. Pas Paul Thomas Anderson. Ça aurait rien eu à voir avec les X-Men. À une certaine époque, il y a Michael Jackson qui voulait jouer le Professeur X, donc on revient toujours à Michael Jackson qui veut le rôle titre. Alors, Michael Jackson en Professeur X. Ouais. Pourquoi il voulait ce rôle ? Je sais, ok, bah oui, tu m'étonnes pourquoi des enfants. C'est vrai. J'y ai pas pensé comme ça, moi je pensais plus que c'est un mec qui bouge beaucoup. Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai aussi. Moi, c'était ça que je me disais. Non, moi, toi, t'es parti tout de suite. Tout de suite sur le côté. On va se faire des amis. Et ouais, donc
Donc voilà, il y a Joss Whedon qui a écrit une version du script qui a été rejetée. Comme par hasard, ouais. Et, ça lui convient bien X-Men aussi. X-Men très bien. Franchement, c'est son style de délire, quoi. Ces comics, ils sont super bien. Ouais, je vais me plonger dedans, tu m'as dit que c'était bien. Pour le rôle de Rogue, on a failli avoir Kirsten Dunst. Ah ouais, on avait sa version karaté un peu. Sarah Michelle Gellar. Oula, ouais, ok. Christina Ricci. Ouf, ça aurait été moche. Ouais. Ah, Christina Ricci, pardon, j'ai confondu avec la fille de Lionel Richie. Nicole Richie. Non, pas Nicole Richie. Pourquoi Nicole Richie? C'est elle qui me vient en tête, je me suis dit, voilà. Pourquoi? Et Nathalie Portman a refusé le rôle. D'accord. Ah, Nathalie Portman aurait été bien aussi. Ouais. Bah non, c'est Anna Paquin, bon, qui s'est un peu enterrée dans une série et qui depuis a disparu. Dans True Blood, et après... Ah oui, elle a fait True Blood. Elle a vraiment eu cette espèce de... Elle a eu un Oscar, cette actrice. Pour quel film? Pour la leçon de piano. Quand elle avait 11-12 ans. D'accord, bah écoute... Elle a eu un Oscar, de jeune compagnie. Je crois que c'est la plus jeune... Oscarisée. Ouais. Ah ouais, intéressant. Ouais. Parce que moi je l'aime beaucoup dans le Most Famous, mais elle a un petit rôle. Elle est aussi dans la 25e heure de Spike Lee. Exact. Où elle est pas mal dedans. C'est pas une mauvaise actrice, c'est juste qu'elle a disparu. C'est pas une très bonne actrice. Non, dans le film, elle est un peu mièvre. Enfin, je trouve que Rogue... Avec son accent du Sud, elle fait un petit accent mièvre. Ouais. Je sais qu'il y a des fans, je suis désolé, moi je suis pas un grand fan d'Anna Paquin. Ouais, elle me dérange pas, mais c'est vrai qu'elle transcende pas son rôle non plus. Ouais. Bon alors commençons le film. Qui commence avec l'origin story de Magneto dès le début. Oui, alors avant ça il y a quand même cette espèce de générique typique des années 2000 en mode Fight Club un peu, tu sais, où on rentre dans un cerveau et on a tous les espèces de conduits cérébraux qui finissent dans Matrix Reloaded aussi. Oui, voilà, ce type de typique années 2000. Oui, après on commence avec cette fameuse séquence en Pologne, là, dans un camp de concentration. On n'a pas la musique, le thème des X-Men qu'on a dans le 2, et on a ensuite dans Days of Future Past et dans Apocalypse, qui est le thème qui est utilisé dans tous les films où il y a Bryan Singer. Là, je t'avoue qu'en y repensant, je ne peux absolument pas te fredonner quoi que ce soit de musical. Ça ne m'a absolument pas marqué la musique, en tout cas. John Williams avait refusé de faire le film parce qu'à la même époque, il faisait des Spielberg. Il faisait Spielberg, je pensais qu'il faisait Star Wars. Ouais, sûrement les deux. Hein. Le connaissant, il faisait tous les trucs en même temps. Et donc, c'est Michael Kamen qui a fait la musique de Brasil. Ouais, ok. Et de Die Hard. Là, c'est vraiment oubliable. La musique de Die Hard aussi. La musique de Die Hard, elle est particulière aussi. Elle est assez dure à donc, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de thème. C'est dans le 2, par contre, tu verras, dès le début, ils te mettent le thème des X-Men et tu fais, ah là, je comprends. Tu vois, je fais gaffe à ça. Parce que c'est vrai que j'ai du mal avec la musique, mais en temps normal, et si c'est vraiment pas un peu marquant, je passe totalement à côté. T'as pas l'oreille musicale. Pas du tout. C'est un de mes plus grands défauts, enfin, mes plus grands regrets en tout cas. Mais voilà, mais oui, on commence en Pologne, avec une scène qui sera reprise dans un film dont on parlera un peu plus tard. First Class. Quasiment à l'identique avec quelques changements, mais en tout cas... Et on verra la suite de cette scène. Et on verra la suite, ouais. Donc on est avec les origines de Magneto. Oui, c'est ça, c'est l'origine, enfin l'origine, vraiment le premier moment où il utilise ses pouvoirs. C'est pour moi de loin la meilleure origin story de l'histoire des super-héros. Oui, je pense que c'est en tout cas la plus... Parce que bon, souvent c'est Batman a perdu ses parents, c'est pas non plus très compliqué. Là, c'est quand même un truc. Là, c'est vrai que tu comprends pourquoi il aime pas les humains. Tu le comprends tout de suite, quoi. T'as pas besoin de développer plus loin. C'est voilà, hop. Oui, non, c'est vrai que ça utilise parfaitement un événement majeur de l'histoire de l'humanité pour en étendre un vrai thème et une thématique qui explorer dans tous les... Enfin, qui peut être exploré quasiment à l'infini, quoi. Et... Bon, alors ça, on en parlera au fur et à mesure. C'est vrai que de retrouver le même dilemme, peut-être 4-5 fois dans la saga, à un moment, tu commences un peu à en avoir peut-être un peu marre, je pense. Ils ont du mal. Je trouve que quand ils retournent dans Apocalypse, par exemple, c'est... Il y a un moment où t'as peut-être un peu fait le tour, malheureusement. Mais c'est vrai que au moins, ça te pose tout de suite quelque chose qui est... qui t'ancre les super-héros dans le concret, dans le sérieux, malgré le fait que le film garde un ton qui peut être léger, tout ça, mais au moins... On te dit pas, c'est pas des mecs en collant qui vont... Non, c'est prendre au sérieux tout de suite le monde. Et je pense que c'est important. Enfin, c'est ce qui a posé les bases des films de super-héros post-année 2000, quoi. Et aussi réussir à jongler autant de personnages. Quand on avait fait l'épisode sur Avengers, on disait c'est génial comme ils ont réussi à jongler tous ces personnages. Ils l'ont fait en l'an 2000, ils l'ont fait avec les X-Men. Le film dure 1h30, générique exclu. 1h30 Ouais, j'ai été super surpris. Et le film a une efficacité de narration assez colossale, quoi, parce que... Il n'y a pas de scène en trop, il n'y a pas... Non, c'est vraiment hyper bien fait. Là-dessus, tout le monde a sa petite part de temps qui fait que tu t'y attaches un peu. Bon, peut-être pas tout le monde, mais... On va dire Cyclope et Storm... Oui, mais bon, Cyclope, de toute façon, c'est tellement pas intéressant comme personnage, mais c'est moi qui le... Dans les comics, c'est... Ouais, j'ai du mal, moi, avec ce perso. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose qui est très efficace et qui, en effet, arrive à brasser beaucoup de figures de manière assez harmonieuse. Donc là-dessus, c'est assez surprenant. Ouais.
Et ensuite, on passe à l'origin story de Rogue. De Rogue, exact. De Malicia en français. Malicia, c'est ça. Ouais. J'étais pas sûr. Justement. Non, c'est-à-dire les répliques tombent totalement à la flotte parce que il y en a une où Wolverine lui dit what kind of name is Rogue, et tu vois en français c'est quel genre de nom est Malicia. Bah écoute, bah, en fait je m'appelle Marie. Ah ok, d'accord, ok. C'est super bizarre. Mais oui, on a donc cette origin story qui a en fait un bon pouvoir de merde. Wolverine, on l'appelle Serval en français aussi. Oui. Bah oui, c'est vrai, je suis allé voir les pages Wikipédia, on l'appelle Serval. On l'appelle Serval et... Pas dans la VF. Hein. Alors que logiquement, un Wolverine en français, c'est un glouton. Ouais. Donc si on l'appelait glouton, ce serait pas forcément... Pas fou. Mais c'est un bon pouvoir de merde qu'elle a, Rogue, quand même. Ouais, dans les comics, elle a aussi inspiré les pouvoirs de Captain Marvel, de Miss Marvel à l'époque. Ouais, parce qu'elle apparaît dans ses comics. Et elle peut voler, envoyer des lasers, des trucs comme ça. Elle a tous les pouvoirs de Captain Marvel. Sauf que là, ils avaient pas les droits, donc elle s'est retrouvée avec les pouvoirs d'origine, où c'est juste, si tu touches quelqu'un, tu aspires sa force vitale et les pouvoirs dans le cas des mutants. Alors évidemment, il y a tout de suite la thématique de la puberté qui apparaît quand même. Ouais. Enfin, c'est direct, mais c'est intelligemment présenté, c'est-à-dire que juste en une séquence, tu comprends que ça va tourner autour de ce côté-là. Enfin, il y a cette thématique-là qui est abordée, quoi. On a une scène tout de suite. On a une scène, et c'est un truc qui est assez intelligent dans le film, et je pense que, pour parler un peu du réalisateur, qui est Bryan Singer, donc, qui est un mec qui a des problèmes, qui a des problèmes juridiques à l'heure actuelle, parce que clairement, il a été clairement depuis les années 90, il est accusé de pédophilie, entre autres, quoi. Voilà, entre autres, de harcèlement sexuel sur des jeunes garçons, parce qu'il est homo. Sur jeunes garçons. Mais tu sens que justement, ce mal-être qu'il a en lui et le fait d'être homosexuel, d'avoir probablement une vie compliquée à cause de ça un peu, et bah, il arrive un peu à le retranscrire dans les X-Men, et il a une vraie identification qui existe en tout cas. Donc le film passe pas à côté des thématiques qu'il essaye d'évoquer, mais de manière un peu plus subtile que ce que ça n'aurait pu être avec d'autres mecs qui auraient abordé, genre Brett Ratner dans le 3, qui aborde ça à la pelleteuse, quoi. Là, au moins, on sent qu'il s'est incarné et que le mec a un vrai propos là-dessus. C'est pour ça que Ian McKellen a eu le rôle, d'ailleurs, parce que c'est un activiste gay, depuis des années et des années, et il trouvait qu'en lui présentant le rôle de Magneto, voilà. Lui, il était pas sûr à l'origine. Ensuite, il a vu le costume et il a dit oui, je veux bien. Une fois qu'il a vu le costume de Magneto, tellement il est cool le costume. Ouais, c'est vrai qu'il rend bien, alors que sur le comics, tu peux te dire oh là, et en fait, à l'image, il rend vraiment bien. Et ils se sont arrangés pour que les trucs de tournage, parce qu'il a accepté le rôle de Gandalf à la même époque, et ils ont dû repousser un petit peu arranger un petit peu le tournage pour qu'il puisse avoir Gandalf. Sinon, il aurait peut-être pas pu jouer Gandalf à cause du rôle, à cause de Magneto. Il aurait mieux choisir Gandalf. Ouais. Mais bon, il a eu les deux, ça va. Il a eu les deux, c'est nickel. Donc Kitty Pryde, normalement, le personnage de Kitty Pryde, c'est plutôt elle qui est utilisée pour introduire les X-Men dans les comics, et surtout dans les comics, elle apparaît justement dans cette espèce de en fait, elle apparaît dans les comics de Whedon, j'allais dire. Ah ok, ouais, parce que Kitty Pryde, elle apparaît dans le 128, et c'est celui qui va introduire toute l'arche des Dark Phoenix. Et donc qui est en fait régi par le personnage de Shaw, qui sera le méchant dans First Class. Rogue remplace un petit peu Kitty Pryde, parce que Kitty Pryde a toujours été la plus jeune du groupe. Ouais. Celle qui est connectée au lecteur la plupart du temps, parce que le lecteur est jeune. Celle vraiment c'est-à-dire que Kitty Pryde, dans la première apparition, elle découvre son pouvoir dans sa piole, un peu comme, pas avec un mec, mais elle a un moment d'anxiété, elle passe de sa chambre au salon, elle traverse le sol, c'est ça son pouvoir, Kitty Pryde. Et en fait, il y a on la voit dans le film. Oui, on l'a dans celui-là ou Oui, dans celui-là, on la voit dans le bureau Xavier. Ah oui, elle traverse le mur. Parce qu'elle sera jouée par Ellen Page après. Par Ellen Page, et elle a encore joué par notre deuxième actrice dans le 2 aussi. Ouais, d'accord, tu vois. Mais voilà, et elle, c'est vrai qu'elle a ce rôle de la petite mutante qui va découvrir l'école et tout ça. Mais là c'est Rogue qui le joue, mais avant ça, elle a un petit périple, Rogue. Et entre-temps, il y a une scène qui se passe au Sénat. Ouais, ce que j'allais dire. Où on voit Jean Grey qui prend un petit peu le rôle de Beast du fauve en français. Ouais. Parce que le fauve, c'est lui qui est le docteur et qui est le politicien dans les comics normalement. Ouais, et là, c'est Jean Grey qui est un peu utilisé comme ça. Ouais, et qui va le devenir un peu après d'ailleurs. Il revient dans le 3. Saga, ouais. Il revient dans le 3. Ouais. Et là, c'est vrai que tout de suite aussi, en une séquence, on a présenté les enjeux politiques du film. Plus politique que n'importe quel autre film. Il n'y a pas eu un film, je pense, qui est aussi politique que les X-Men. Quand tu oui, non, c'est sûr que là... je dirais peut-être Batman contre Superman. Ah ouais, à ce point-là. Ça veut pas dire que c'est des bonnes politiques. Ouais, je sais pas. Non, oui, à la limite, j'ai envie de dire peut-être le Dark Knight, mais même pas. Enfin, tu vois, la politique, vraiment, non. Dark Knight Rises, plus.
Ouais, encore il se plante aussi. Il est plus politique. Mais oui, c'est un film qui va direct parler d'exclusion, de minorité, de enfin voilà, ça fait le parallèle avec à la fois la Seconde Guerre mondiale, la chasse aux communistes aussi. Voilà, toutes les espèces d'apartheid un peu, enfin ce côté, on a une population, une minorité qui va être ciblée et on a le sénateur Kelly qui fait penser au sénateur McCarthy des années 50 qui faisait la chasse aux communistes. Si vous ne connaissez pas cette histoire, le McCarthyisme, comme on dit, un peu difficile à prononcer. Ouais, et on a du côté des mutants, on a Martin Luther King contre Malcolm X, quoi. Ouais, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment bien fait. Enfin, en tout cas, c'est parce que par exemple, juste pour faire un parallèle, à l'époque de Black Panther, beaucoup de gens ont sorti cet argument. Ouais, parce que c'est vrai. Ouais. Bah moi je trouve pas, parce que ce qui est important dans la relation Luther King et justement Malcolm X, c'est qu'ils ont eu un moment où ils étaient ensemble et qu'ils ont et que c'est le fait d'avoir été ensemble et d'avoir échoué ensemble leur version de la lutte, qu'ils ont chacun pris deux chemins différents. Et ce qui me dérange en Black Panther, c'est que ces deux personnages n'ont jamais eu. Ouais, mais ils ont le message, c'est au niveau du message que c'est la même chose. Oui, mais c'est très, pour moi, c'est quand même réduire. Il y a un parallèle qui, là, pour le coup, dans X-Men, est vraiment probant. Enfin, c'est exactement le même parallèle. Là, c'est la même chose. Ouais. C'est deux personnes qui veulent lutter pour l'acceptation de minorité et qui, face à l'échec de différentes manières, vont prendre deux chemins radicalement différents. Voilà. Donc oui, là, pour le coup, le parallèle, et donc c'est vraiment parfaitement fait, et c'est totalement à propos, parce que je trouve que directement, l'allégorie fonctionne très bien, et elle est pas, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas ciblée sur une seule, enfin voilà, on peut pas dire, en fait, les mutants, c'est les noirs, ou les mutants, c'est les homos, enfin, c'est vraiment ça peut être tout, ça peut être les juifs, ça peut être les... hyper allégorique, et donc ça fonctionne universellement, quoi. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Non, ouais, vraiment, donc on a notre première scène entre Xavier et Magneto qui, voilà, là on voit le génie du casting ouais. Donc c'est Patrick Stewart, Xavier, que je connaissais pas avant X-Men, pour le coup je regardais pas Star Trek. Tu l'as jamais vu à la télé? Par les mimes depuis, mais de Star Trek Generation, mais moi je le connaissais pas. Je l'ai découvert là-dedans, et voilà, je trouve que les deux ils ont tout de suite, enfin pour le coup c'est deux acteurs de théâtre, hein, donc ils n'étaient pas forcément connus en dehors de Star Trek, ils étaient surtout connus pour le théâtre, hein. C'était pour ça qu'ils étaient connus. Et c'est deux très bons amis dans la vraie vie aussi. Ça se ressent, hein. Enfin, tu vois, tout de suite, tout de suite ils apparaissent, ils ont, je sais pas, 15 lignes de dialogue, et tu sens qu'il y a un passif hyper important entre les deux, quoi. Et c'est quelque chose où ils disent pas rien de précis, juste Old Friend à la fin, qui est lancé par Magneto. Ils se complètent parfaitement, parce que il y en a un qui a l'air doux, avec le regard doux, la voix très douce, etc. Et il y a l'autre qui est beaucoup plus théâtral, Magneto, beaucoup plus qui se la pète, quoi. Et les deux ensemble, ils se complètent parfaitement, quoi. Et surtout, Patrick Stewart ressemble vraiment à Professeur Xavier des comics des années 60, quoi. La première fois qu'il a vu le comics, il a vu la couverture et il a dit pourquoi je suis dessus. Ouais, il a dit pourquoi je suis sur la couverture. C'est-à-dire que moi qui me suis replongé dans les premiers, c'est vraiment sa gueule, quoi. Donc c'est assez troublant. Et continuons dans les castings parfaits, puisqu'on va rencontrer Hugh Jackman en Wolverine. Donc dans une séquence où Rogue va dans le trou du cul du monde. Ouais, je sais pas, elle part au Canada. Qu'est-ce qu'elle va faire au Canada? Alors c'est justifié parce qu'elle vient du sud des États-Unis, donc elle a quand même traversé une bonne partie du pays. Elle montre une carte au début en disant voilà mon périple de rêve. Là. Je sais pas. Pourquoi tu aurais pu aller au Mexique? Mais non. Ouais. Et donc oui, elle se retrouve dans un bar de zone perdue au milieu du Canada. Là, c'est vraiment très tiré par les cheveux la manière dont elle se retrouve là. C'est genre bon, il faut que ce personnage et ce personnage se rencontrent. Alors pourquoi pas? Et on a un Hugh Jackman beaucoup moins musclé que maintenant. Hein, mais déjà bien sec. Sec. Mais et il avait presque pas eu de temps pour se préparer pour le rôle, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup moins musclé. Ah d'accord. Il est arrivé au bout de 3 semaines de tournage. Ah oui. Ouais, parce qu'il y avait un acteur avant qui avait le rôle. J'ai perdu le nom. Quelqu'un qui est devenu connu ou... Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai perdu le nom. Oui. Ça... Alors la façon dont Hugh Jackman a eu le rôle déjà c'est pas mal puisque eux ils voulaient que ce soit Russell Crowe. Ouais, ils mettaient la pression sur le papier, ça aurait pu aller, quoi. Ouais. Et Russell Crowe a refusé et il a dit par contre j'ai un ami qui serait parfait pour le rôle. Donc il lui doit beaucoup. C'est le rôle qui a changé. Il lui doit carrément. Parce que Hugh Jackman là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun acteur qui a mieux incarné, peut-être avec Tony Stark et Robert Downey Jr. Les deux. Qui ont mieux personnifié. Ça va être hyper compliqué de passer après lui, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, à moins de faire un casting radicalement opposé. Là, il y a des gens qui parlaient de Tom Hardy, par exemple, à une époque en Wolverine, qui aurait été un truc totalement différent.
cas beaucoup plus crapulu, un côté poilu. Ouais, voilà, bestial. Enfin, vraiment, le Wolverine vraiment animal, quoi. Mais là, Hugh Jackman, il est un vrai glouton. Ouais, voilà, le vrai glouton. Là, Hugh Jackman, c'est vrai que tu peux pas. Et en plus, il a eu la chance d'avoir vraiment un parcours dont on parlera jusqu'au bout avec Logan, qui est quand même assez satisfaisant. Ouais, il a vraiment réussi à amener le personnage jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait faire avec. Avec des erreurs, hein, le premier. Je suis pas un grand fan de Logan, mais par contre, je suis obligé de dire. Voilà. Pareil, Logan, c'est pas. Le rôle, il est génial. Tu peux pas. Ouais. Oui, au moins, pour le personnage, c'est un beau film. Après, moi, j'ai aussi du mal avec le film, mais pour le personnage, c'est beau de terminer un truc comme ça. J'ai une longue liste d'acteurs qui auraient pu avoir le rôle. Est-ce que tu peux m'en dire un? À l'époque, un Wolverine. Ouais. Ah là là, Brad Pitt, j'aurais dit, il devait être dedans. Ah ben non, tu vois, trop beau. Alors, il y avait Mel Gibson. Ah, évidemment, putain, mais en fait, j'arrive pas à me remettre les 20 ans en avant où ils avaient des gueules un peu plus jeunes. Aaron Eckhart, qui devait être jeune, lui, par contre. Ah ouais, mais tu vois, je le vois pas du tout non plus. Non, il est trop grand et fin. Jean-Claude Van Damme. Horrible. À mon avis, c'était au tout début de les productions. Et c'est le moment où il devait être en lycra jaune à se battre, quoi. Viggo Mortensen. Ah, ça aurait eu de la gueule. C'est pas mais mal. bon, il a fait Aragorn à côté, c'est pas mal aussi. Edward Norton. Oui, écoute. Bob Hoskins. J'espère que c'est bien le Bob Hoskins auquel on pense. Hein, parce que ça aurait été tellement redoutable. Et Keanu Reeves. Keanu Reeves, j'aurais beaucoup, quoi. Oui, non, trop lisse. Trop néo, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais Hugh Jackman, parfait, quoi. Le mec, il a imposé son. Et donc, il y avait un mec qui s'appelait Doug Ray Scott. Ah, c'était lui qui a eu le rôle. Mais il a dû repousser et abandonner le rôle parce qu'il tournait Mission Impossible 2 à l'époque, qui a duré plus longtemps. C'est le méchant dans Mission Impossible 2. Ok, voilà. Qui joue très très mal. Ouais. Donc je l'ai pas vu depuis la sortie ce film. Ouais, écoute, j'ai refait Je me rappelle des colombes. Ouais, j'ai fait une rétrocritique dessus cet été, donc je me le suis refait. Et il joue mal, Doug Ray Scott, en effet. Doug Ray Scott. Et donc, on a eu Hugh Jackman grâce à ça. Quoi. Écoute, franchement, c'est un casting super. Et tu sais ce qui a repoussé Mission Impossible 2 ? Non. C'est Eyes Wide Shut. Ah oui, parce que Tom Cruise était dessus. Donc, c'est grâce à Kubrick qu'on a eu Hugh Jackman. Voilà. Et voilà, tout est lié. 6 degrés de séparation. Il y en a moins, ouais. On a cette scène dans le bar, on découvre donc ce perso. Ouais, ou dans une scène, tu sais qui est Wolverine. Oui. Non, mais la scène où il tape le mec, et ensuite la scène où il fume son cigare. Ouais. Et on vient le faire chier, il coupe voilà. le truc, et il est rejeté du bar. Et tu sais qui est Wolverine. Voilà. Ouais, c'est bon. T'as tout compris. Hyper efficace, franchement. Et il prend pitié de Rogue, donc tu vois qu'il a un bon fond quand même. Oui. Il sait pas qui il est. Oui, voilà, tout de suite, en une ou deux scènes, ils savent tout de suite. On peut te résumer le personnage comme ça. Et je trouve que les griffes sont très bien faites pour un film du début des années 2000. Tous les effets spéciaux sont bien faits dans le film. Voilà, à part le générique. Oui, qui est un peu. Bon, mais sinon, tous les effets spéciaux. Mais quand on va revoir. Même quand la flaque et tout, quand le mec il se transforme en flaque. J'ai noté. Super bien fait ça. C'est pas. Ah non, ça ne mérite pas du tout avec le temps. Ouais. Non, mais les griffes, par exemple, dans le film Origin du Wolverine, elles sont dégueulasses. Ouais. Alors que là, franchement, bambou ça sort et tout ça. Tu verras, c'est horrible. Ouais. Tu vois le numérique dégueulasse. Et là, ils arrivent à mixer les vraies griffes avec les bambous en numérique et franchement, ça passe crème. Donc c'est assez bien. Enfin, au moins là-dessus, le film n'a pas du tout ce côté coup de vieux. Parce qu'il a été fait en fait à cette époque charnière où on avait encore on n'était pas assez confiant des effets numériques et donc on les mixait avec beaucoup d'effets pratiques. Et il a coûté rien le film. Ah bon ? Il a coûté 70 millions. Ah oui, bon pour l'époque c'était quand même pas trop mal. Mais un blockbuster c'était déjà 100 millions à l'époque. Hein. Oui, c'est vrai que c'est moins. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, mais tu vois, ça c'est bien. Bah, après, Spider-Man c'était 100 millions, je crois. Ouais, je pense que oui. Même on avait dit 155, je crois, pour les deux, trucs comme ça. Donc, non, mais c'est un film qui est bien produit, quoi, en tout cas. Enfin, vraiment, qui a une bonne gueule encore maintenant. J'aime bien la petite scène où elle lui demande si ça fait mal à chaque fois qu'il sort les griffes et elle lui dit tout le temps. Là, encore une fois, t'as compris le personnage. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est clair que là-dessus. Et après, il est bon tout de suite, hein. Oui. Hugh Jackman. Ah ouais, ça direct. Il était né pour ça, ce mec. Ouais, moi, je vais être triste quand ils vont le remplacer, hein, parce que ça va arriver, obligé. De toute façon, moi, je serais heureux parce qu'il est allé au bout de son truc. Ouais, il a fait ce qu'il pouvait faire. Je pense qu'il n'y a aucun super-héros, on verra Robert Downey Jr., mais qui aura un cycle et une sortie aussi parfaite que lui. Ce sera triste quand il va partir, Robert Downey Jr. Oui, ce sera triste. Mais je veux dire, j'espère qu'il aura le droit à une vraie sortie. Oh oui, voilà. Normalement, normalement, ça devrait être bien fait, quoi. Mais en tout cas, là, je suis content. Ça fait quand même un mec qui tient un super-héros pendant quasiment 20 ans. Enfin, ouais, ça, Logan sorti en 2016, donc 16 ans. Ça fait, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a ça, quoi. Donc c'est il est censé avoir le même âge tout le temps aussi. Ouais, il vieillit. Ça commence à se voir. Hein.
On a Sabretooth. On a l'attaque. Dents de sabre en français. Dents de sabre, exactement. Qui fait une attaque surprise de nulle part. Ouais. On ne sait pas encore que Wolverine et Dents de sabre sont demi-frères. Ouais. Bah oui, mais alors là, on commence à rentrer dans les problèmes. Dans le gros problème, ouais. Qui est en fait, ils sont censés se connaître, mais en fait, ils se connaissent pas. Ouais. Et c'est des incohérences de cette saga j'avais vu une vidéo à la sortie de Logan qui s'amusait à essayer de reconstituer la timeline. C'est impossible. C'est un cafarnaum. Tu dois en faire 3 différentes. C'est comme la timeline de Zelda. C'est genre, tu peux pas, ça part de partout. C'est ça. Et donc, et là, c'est vraiment le problème, c'est que, et moi, on en parlera pour Logan, et peut-être qu'après avoir vu tous les X-Men, ça passera mieux, mais moi, c'est le plus gros défaut de Logan pour moi, c'est de s'inscrire dans cette saga X-Men qui est bordélique à souhait. Ouais. Ce qui fait que les personnages, tu sais plus du tout ce qu'ils ont vécu avant. Non, tu sais plus. À quelle étape ils en sont, enfin, c'est grotesque, quoi. Et donc, tu sais pas si le McAvoy, il a vécu les mêmes choses que le Stewart, tu vois. C'est ça. C'est grotesque. Donc, les personnages, t'es parasité par le bordel ambiant. Ouais. Dans un film qui méritait de pas avoir ce problème-là, quoi. Et là, c'est vrai que de revoir X-Men, t'as quand même des moments où tu te dis, ah purée, c'est déjà incohérent, quoi. Enfin, ils se connaissent pas, alors qu'en fait, il y a un film basé entièrement sur leur relation. Ouais. Tu vois, comment ça se passe, le truc. Alors après, il va perdre la mémoire, parce qu'il y a bon, là, tu vois que Dents de sabre était pas du tout prévu d'être comme ça. Oui, c'est vraiment il est joué par un catcheur. Il est joué par un mec qui va jouer le Michael Myers dans les remakes de Rob Zombie. Okay. Celui qui joue cette espèce de shape énorme, c'est lui. C'est lui, d'accord. Et oui, c'est pas un acteur qui est connu. Il a pas un mot dans le film, par exemple. Mais oui, c'est un sbire. Vraiment, un sbire loser, en plus, qui fait que loser pendant tout le film. Oui, à chaque fois, il fait que loser. Il fait que loser. Lui, c'est un vrai, lui. Tout ce qu'on lui demande de faire, il le foire, quoi. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a un petit côté James Bond dans Magneto, dans ce film. Ah bah, sa base secrète, elle est quand même assez tirée par les vaches, quoi. Et même son plan, parce que... Son plan aussi, ouais. Le fait de remplacer la lampe par la flamme entière, tu te dis, mais t'as pas envie de faire plus simple, mec. De te mettre sur un bateau, tu vois. Non, fallait absolument remplacer la flamme de la Statue de la Liberté par une fausse flamme. Enfin, tu fais, ok, bon, d'accord. Non, en plus, il a que 2 sbires, 3 sbires, allez. Ouais, 3 sbires. Tu vois, c'est pas comme s'il avait une grande équipe ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment, mais bon, il y a ce côté, méchant de James Bond dans son antre. Ça marche bien, parce que McKellen, quoi. Oui, et je trouve qu'on se pose pas trop de questions, là où, franchement, ça pourrait, parce qu'il le traite pas, enfin, tu sais, il le traite comme si c'était normal, quoi. Faites pas gaffe, les gars. Pourquoi il a une île ou... Voilà, ça, faites pas gaffe. Faites pas gaffe à ça. Juste, c'est comme ça, vous posez pas trop de questions, il peut manipuler le métal, donc vous allez croire le fait qu'il ait une île, on va pas pinailler, quoi. Mais, et je trouve que là, il y a l'attaque de Sabretooth, c'est ça. Ouais. Et il y a les autres X-Men qui interviennent. Et ils se font récupérer par Storm et Cyclope. Et là, la Matrix est passée par là. C'est-à-dire que là, les costumes en cuir. Là, ils sont habillés en latex. Ouais, voilà. Là, tu sens qu'en début des années 2000... 99, c'était Matrix. Ouais, c'est ça. Là, ils se sont dit, ah, tiens, les gens aiment bien. Non, et c'est un problème que j'ai avec les films de... J'allais dire Brett Ratner, mais... de ce connard de Bryan Singer. Ouais. C'est que... il ose pas donner de la personnalité aux X-Men à travers leurs costumes. Oui. Et ça, c'est un truc quand tu lis des comics... À part au début où ils ont tous le même costume, après ils commencent à avoir chacun, il y en a un qui est avec du rouge, il y en a un qui a, tu vois Nightcrawler, il a son costume de toutes les couleurs, tu vois, ils ont chacun un style différent, même Cyclope a du rouge sur le sien. Même Storm, elle est quasiment blanc et noir. Ouais, tu vois, ça, c'est pas un code couleur obligatoire, c'est chacun a sa propre personnalité. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'adorais dans les comics et surtout dans le dessin animé de quand j'étais gamin, parce que c'est celui-là des années 90, où ils avaient vraiment chacun leur style. Jubilé, elle était en jaune avec ses lunettes de soleil sur les cheveux. Ouais, Rogue, elle est en verte et jaune. Ouais, tu vois, ils avaient chacun un style différent. Mais là, c'est vrai que c'est dommage de les avoir uniformisés. Non, là, ils sont tous en uniforme. Ouais. Et ça dure sur beaucoup de films, à part First Class qui ajoute un petit peu de couleur. Ouais, First Class, pour le coup, je l'ai revu un peu en dilettante parce que j'avais envie de me le remettre en tête avant de commencer. Et c'est vrai que, par exemple, tous les méchants, ils ont vraiment les costumes. Tu vois, genre Emma Frost, elle est en bikini quasiment tout le film. Elle est en Emma Frost. Voilà, donc ils ont joué le jeu au moins dans First Class. Pas tout le temps, mais quand même un temps. Après, il y a First Class et la dernière scène d'Apocalypse. Oui, c'est vrai. Où il y a des costumes avec un peu de personnification. Voilà. Et apparemment, dans le prochain, ils seront tous en costumes normaux, mais juste avec le X jaune dessus. Ouais. Bon, donc pas forcément, encore une fois, du latex. Oui, c'est ça. Ouais, on n'a toujours pas le côté... Et ça, c'est un truc que j'attends du MCU. Quand le Marvel Cinematic Universe va s'occuper des X-Men, que Kevin Feige va se pencher dessus, ça, c'est un truc qu'il va demander, je pense, que chacun ait son propre costume, tu vois. Faut bien le dire. En plus, ça va vraiment le différencier
du groupe. De l'ancien, quoi. Oui, et en plus, non, mais surtout que l'intérêt du MCU, c'est que les X-Men sont voués à être des individualités aussi. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on les traite toujours comme une entité groupée. Ouais, Wolverine se retrouve chez les Avengers régulièrement. Voilà, exactement. Et c'est vrai que s'ils ont... Beast est tout le temps chez les Avengers. Tu vois. Et oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, dans les comics, oui, il y a une grosse rencontre entre les Avengers et les X-Men assez vite. Hein. Je crois qu'à partir de la 50e parution, ils se fritent contre les Avengers, par exemple. Ouais. Donc c'est un truc qui... ça date, quoi. Qui arrive vraiment quasiment dès le début. Mais oui, c'est dommage. D'ailleurs, en plus, il en joue, il dit une phrase de Wolverine en mode... Ouais, ils font une blague là-dessus. Tu vois, j'aime moi ce côté, ça a mal vieilli. Yellow Spandex. Ouais, voilà. Ce côté second degré à 2 balles 6, en mode... On se moque des comics au passage. Voilà, on fait une petite tape sur la tête des nerds. C'est genre, bande de cons, vous aimez vos comics bah tiens. Ouais, ça je trouve ça. Non, ça, pas très fan. Ouais. Et donc là, on se retrouve à l'école. Ouais, Wolverine qui se réveille avec la voix de Charles dans la tête, et ça j'aimais bien. Le petit détail, encore une fois, comment montrer les pouvoirs de quelqu'un d'une manière très rapide. Hop. Il le guide jusqu'au bureau et ensuite il lui montre bien que c'était lui qui était dans sa tête, etc. Et tu comprends que Charles il peut lire dans l'esprit des gens, voilà. Ouais. C'est fait, quoi. Tu comprends le personnage très rapidement, encore une fois. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment il pouvait lire l'esprit de Wolverine, mais pas celui de Magneto avec son casque. Ouais, ça c'est un truc que aussi je me pose souvent la question. Parce que théoriquement son crâne est en métal, donc il ne peut pas le pénétrer. Ouais. Et le casque de Magneto, il est le métal le plus... le plus métalleux de l'histoire. Le plus métalleux, ouais. Comment s'appelle ces métals déjà Adamantium. Adamantium, c'est ça. J'ai failli dire vibranium à cause de l'autre. C'est ça, à cause de... pour 2 métals magiques dans cet univers. Bah, je trouve que toute la séquence de l'école, elle est parfaite aussi, pareil, dans l'introduction de l'univers et de poser comme tout ce contexte-là. Avec la voix off et les pouvoirs des gamins. C'est le gamin qui se passe la balle en se téléportant. Celui qui marche sur l'eau. Ouais, voilà, tu trouves celui qui fait la flamme et l'autre qui le gèle. Ouais. En plus, ça va devenir des personnages importants dans les suites, ces deux-là. Lui, c'est un pro. Lui, ça faisait partie. Lui, c'était un des premiers. Enfin, à base de mec qui gèle, là, Bobby, je crois. Et Iceman. Ouais, lui, c'était un des 4 premiers X-Men. Vraiment, il y a Cyclope, Angel, Beast et Iceman. Et Jean Grey qui débarque dès le début. Mais voilà, ça, c'est les 5 de base. Et donc là, il l'utilise, mais pour la prochaine génération, on va dire. Mais lui, c'était un mec qui jouait dans Animorph. Je sais pas si tu connais cette série. Oui, je connais Animorph. C'était le personnage principal d'Animorph. Je sais. Quand même, ça a marqué mon enfance, Animorph. Mais très bonne séquence de présentation d'école. Honnêtement, c'est même encore aujourd'hui, ça fait partie de ces séquences d'explication qui passent. Et c'est là qu'on voit Kitty Pryde dans le bureau, justement. Qui débarque. Bon, vraiment, on la voit, on l'aperçoit. Et il lui dit au revoir, Kitty. Quand elle part. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en plus, il lui donne le nom, quoi. Du côté des méchants, on a Toad, alias Crapaud. Ouais, qui apparaît dès le début qui est joué par Ray Parks. J'ai une photo avec lui. D'accord. C'est Darth Maul. Ah, c'est Darth Maul, lui. Ouais. Ok. Ouais, d'ailleurs, il fait un geste. Oui, il fait le truc Darth Maul. Ouais, c'est marrant. Alors que le film est sorti 1 an avant. Quoi. Ah ouais. Ouais, il le fait. Ouais. Il y a une séquence à la fin. Je me suis dit tiens, c'est bizarre ce truc. Non, c'est lui. Et il y a un truc qui me fait rire, c'est que Toad, le crapaud, il sait piloter les hélicoptères. Enfin, tous les méchants dans le film savent piloter l'hélicoptère. Il y a comment elle s'appelle Mystique. Il y a Mystique qui pilote un hélicoptère. Mais bon, elle encore, je peux comprendre avec tous les trucs qu'elle a appris dans sa vie. Ouais, elle je suis allé voir sa bio pour essayer de m'enseigner. C'est le bordel. Hein. Oh là 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 là. Nightcrawler, c'est son fils. C'est le fils de Mystique. Avec le mec qui est dans avec Azazel, qui est dans First Class. Oui, non mais c'est le bordel quand tu te truc. Et elle a adopté Grog dans les comics. Grog, c'est sa fille adoptive. Non, c'est compliqué quand même. Tu fais ok, en fait. Et ça, ce que j'aime bien avec toute cette. En fait, je trouve que X-Men, là où ils ont porté une base qui est très importante et qui pour moi est en fait aussi la base du MCU, c'est d'avoir réussi à se détacher suffisamment des comics pour rendre quelque chose de digeste cinématographiquement parlant, de construire un univers cinématographique que tu arrives à suivre facilement, mais en gardant quand même les éléments du comics qui font que tu vois, il y a une alchimie qui se crée et qui est pas mal. Et je trouve que dans l'MCU, ils reprennent un peu cette tendance-là de prendre les comics, de garder les éléments vraiment importants, mais de quand même différencier suffisamment pour que ça devienne cinématographique, quoi. Adapté au monde qu'ils ont créé, quoi. Exactement. Et comme adapter Spider-Man à Iron Man, par exemple. Oui, voilà. Comme ils ont fait, quoi. De vraiment d'avoir une... C'est-à-dire que t'as beau avoir lu tous les comics X-Men, je pense, ou tous les comics de Marvel, tu vas regarder les films et tu vas quand même être surpris. C'est-à-dire que c'est pas comme Superman où à chaque fois on te ressort la même origin story de la même manière avec les mêmes implications. Enfin, tu vois, non, là au moins à chaque fois ils ont réussi à trouver une voie parallèle pour raconter une histoire un peu similaire mais à la fois différente.
Parlons d'un des trucs qu'ils ont gardé des comics, le triangle amoureux. Oui, bah là on l'a, ouais. On l'a, et j'ai jamais été très très fan de... Bah, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté quoi, moi? Je crois que j'ai noté un truc du style années 2000. Ça a mal vieilli, ça. Le côté Stay Away from My Girl. Deux mecs qui se battent pour une nana, voilà. Et c'est vraiment très, très macho. Bah, le Stay Away from My Girl. Ouais, voilà. Tout ce truc-là. Elle est pas beaucoup... On lui donne pas énormément de personnalité non plus dans le film. Ouais, alors je vais faire une confidence. J'avais un souvenir beaucoup plus érotisé de ce personnage, parce que je l'ai pas revu ce film depuis mes années dans les collège. suites, non? Peut-être, mais j'avais un souvenir... 3, où elle est un peu plus en costume rouge et tout. Je sais pas. Enfin, j'avais un souvenir d'elle où il y avait au moins une séquence où on l'a... Tu confonds avec la scène de Mystique dans le 2, où Mystique se fait passer pour elle pour draguer Wolverine. Probable. Ouais, tu vois, ça doit être cette scène-là, je pense. Okay. Donc Mystique qui fait du sexuel, c'est normal. Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai que j'avais le souvenir d'elle, et c'est vrai que dans le film, non, en fait. Elle est pas présentée de manière... On lui donne pas grand-chose à faire. Non, c'est un peu dommage. Et même à la fin, quand elle se bat, elle est un peu ridicule. Quand elle est face au crapaud et qu'elle l'arrête en l'air. Au moins expliquer pourquoi elle a peur de ses pouvoirs et tout. On lui dit juste que ce serait dangereux, c'est tout ce qu'on nous dit. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... Mais c'est un perso que même là... c'est elle qui est considérée comme ayant le meilleur arc dans les comics. C'est-à-dire que ce segment Dark Phoenix, moi je suis en train de le lire. C'est ça, mais moi j'avoue que j'ai jamais rien pigé à tout ce délire-là. L'entité cosmique qui va s'emparer d'elle, ça remplacer tout ça. On en parlera dans le 3 et on en parlera dans Dark Phoenix. Ouais. Moi ça va toujours un peu trop loin pour moi, donc j'ai toujours du mal. Mais je trouve qu'en plus ce que je déteste encore une fois, mais ça fait un peu comme le côté des lycras jaunes, là, c'est le côté... Je fais une blague sur quelque chose pour le mentionner, mais au final, je le mentionne quand même. Le côté, tu vas me dire de pas toucher à ma copine, hein. Ouais. Et après, bah, touche pas à ma copine. Ouais, genre, il aurait pu dire, on est au-dessus de ça, quoi. Ouais. Non, il l'a fait quand même. Il le dit quand même à la fin. Et Scott, de toute façon, c'est un personnage qui, dans le film, je le trouve vraiment pourri, quoi. Non, mais il le développe pas. Le seul moment drôle, c'est quand Wolverine lui pique sa moto, c'est juste pour voir sa tête, quoi. Ouais. Non, j'ai un problème avec ces deux-là. Ouais, je suis d'accord. Jean Grey, je trouve que s'il lui donnait plein de moments où tu te dis qu'elle est pas elle est pas bien dans sa peau, elle est pas trop sûre d'elle, ça se voit qu'elle est pas sûre d'elle, sûre de ses pouvoirs et tout. Mais à ce moment-là, donnez-lui un grand moment à la fin du film où tu te dis en fait, elle vaut le coup, tu vois, en fait, elle est forte. Rien du tout, mais il lui donne pas son grand moment, quoi. Non, elle stabilise Wolverine quand il se fait battre dans le ciel par tornade. Ouais, c'est vraiment le seul truc qu'elle va faire du film. Ouais. Parce que non, elle utilise Cérébro 15 secondes. Et Cyclope, lui donne un petit moment intéressant quand il parle à Xavier, qui lui dit vous nous avez traités comme des enfants, enfin comme tes enfants depuis qu'on est là, etc. Il a ce petit moment-là, et c'est peut-être le seul moment qu'il a dans les 3 films, je crois, où il est proche du Cyclope. Le Cyclope du truc, enfin le truc de Jean Grey et de Cyclope, c'est que c'est les premiers élèves, et Cyclope, par exemple, c'est vraiment celui qui va quitter la... En fait, je trouve qu'un truc qui est mal exploité dans toute la saga X-Men, c'est que le Cyclope, peut-être dans les derniers, dans Apocalypse, c'était à peu près géré, c'est que Cyclope, en fait, il est dangereux. Enfin, c'est vraiment... il a un pouvoir de merde aussi, lui. Enfin, il ouvre les yeux, il peut cramer un pâté de maison, quoi. Donc, il a ce problème où, même quand il maîtrise ses pouvoirs, là, il y a une séquence à la gare où il va exploser le toit, et c'est pas traité, au final. Non, il pourrait au moins le montrer. Il le montre plus tard, dans les films d'après. C'est ça. Et ça, donc lui, il quitte souvent les X-Men à cause de ça, où il sent qu'en fait, il est trop dangereux pour être un X-Men. C'est pas vraiment exploité. Et Jean Grey, il y a le côté où normalement, elle est vraiment candide, et elle va rentrer à l'université. Enfin, elle a vraiment un énorme parcours dans les comics, où tu la suis quasiment de ses 16 ans à ses 30 ans. Là, de la prendre tout de suite à 30 ans, je trouve que tu perds un peu du personnage. Tu sais pas trop d'où elle vient. Ouais, c'est un peu dommage. Mais on les voit jeunes plus tard dans Apocalypse. C'est ça. Mais là, encore une fois, c'est pas du tout développé. Non. Ils sont là plus... pour se battre. Oui, ils sont là à l'arrière-plan, quoi. Ouais, c'est ça. On donne un gros moment cool à Jean, mais on sait pas pourquoi. Oui. Ça sort de nulle part, et tu te dis, ok, ouais, c'est bien. Et ouais, donc... Ouais. Et Storm, qui est aussi, hélas, pas vraiment développé dans les films. Alors Storm, moi, j'ai découvert son origin story, c'est une déesse africaine. Que je ne connaissais pas. Et qui se marie à Black Panther, plus tard. Ah, tu vois. Ouais. Ah oui, écoute, ça fait un couple plutôt puissant. Ouais, carrément. Je vais pas les faire chier. Parce que là, franchement, Parce que s'ils font un gosse, ça deviendra le roi de Wakanda avec des pouvoirs de mutant. Ouais, là, non, j'avoue, et une armure de Black Panther, non, pas mal. Un bon combo.
Ouais, je crois qu'ils ont divorcé dans les comics aussi. D'accord, ouais, bon, les comics. Compliqué cette affaire. Il faut toujours revenir au début. Oui. À chaque fois, il faut toujours qu'il y ait un statu quo et qu'on revienne au début. Moi, je vois là qui essaie d'un peu de rattraper les comics X-Men. C'est compliqué, hein, de se retrouver. Très compliqué. Parce que tu vois, je voulais voir l'origine. Enfin, comment apparaît Wolverine. Alors en fait, il apparaît pour la première fois dans l'épisode de Giant X-Men où il se fait recruter par Xavier, mais en fait non, parce qu'il apparaissait dans Hulk avant. Enfin, tu sais, mais je vais jamais réussir à tous et pour essayer de retrouver genre 4-5 personnages, en fait, tu dois faire 12 parutions différentes de différents registres. Enfin. Et souvent écrit par des différentes personnes, donc souvent avec un style différent aussi. Très très compliqué. De tout. Ouais. Et donc on a tout le drama autour de Rogue qui se fait poignarder, puis donc elle se barre parce qu'il y a Iceman, mais en fait c'est Mystique. Ouais, ça, tout ce passage-là, je trouve que c'est vraiment le point faible du film, c'est le côté hyper forcé de. C'est le côté un peu soap opéra drama Ouais, mais surtout c'est pas crédible. Déjà le fait que, quand tu essaies de décomposer la chaîne des événements, fallait que Rogue aille dans la chambre de Wolverine la nuit pour lui chuchoter à l'oreille quelque chose, qu'il se réveille, qu'il la plante, qu'il utilise ses pouvoirs, qu'elle se régénère, donc qu'elle se sente coupable, que Mystique soit au courant de ça, qu'elle soit au courant qu'elle soit proche de Bobby, qu'elle prenne le corps de Bobby pour aller lui la faire culpabiliser, pour qu'elle se barre, pour réussir à la kidnapper après. Tu fais Mais Mystique est un génie, c'est une génie, quoi. Ouais, elle est sur tous les coups, tout le temps. Ouais, c'est Jennifer Lawrence, quoi. Voilà, c'est pas Jennifer Lawrence. Non, c'est Rebecca Romijn. Elle est bien faite, franchement, je trouve que le maquillage est vraiment bien foutu. Après, je vois pas trop à quoi elle ressemble dans les comics. Au final, j'ai pas trop réussi à. Elle a un costume blanc. C'est ça, blanc, hein, blanc et noir avec du bleu dessus, et elle est jamais à poil comme ça. Ça, c'est un truc entièrement dans les films. Elle a jamais été à poil comme ça. Très étrange d'avoir choisi ça, mais bon. C'est mémorable. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est clair. Tu peux pas dire le contraire. C'est vrai que c'est mémorable. Après, je trouve qu'il y a des. Elle est bien faite. Les transformations fonctionnent bien. Son dilemme, il fonctionne parfaitement. Tout de suite, tu comprends tout de suite. 9 heures de maquillage pour Mystique. C'est ça, par contre, c'est du taf. Hein. Ouais. Putain, mais 9 heures de maquillage. C'est pour ça que Jennifer Lawrence, elle est presque jamais en maquillage Mystique dans les films maintenant. Ou même elle est habillée, souvent elle a un peignoir. Voilà. Parce que tu fais que la gueule, quoi, c'est plus simple. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que 9 heures, et après tu dois tourner pendant 7-8 heures. Enfin, oui, comment tu fais, quoi? Tu dors pas, quoi. Enfin, tu dors pendant qu'on te maquille, je pense. Et puis tu peux pas t'accouder à des trucs parce que tu laisses du bleu partout. Ouais, c'est clair. C'est très très délicat, franchement. Mais voilà, je trouve que c'est un personnage qui va être hyper utilisé par la suite. Alors, pareil, au niveau timeline. Hyper utilisé parce que c'est Jennifer Lawrence. Oui, mais c'est ça, mais c'est-à-dire que. C'est la seule raison. Au niveau timeline, ça fait encore le bordel. C'est-à-dire que tu te dis, mais attends, elle était pote avec Xavier, ils ont grandi ensemble, c'est presque sa sœur. Mais voilà, mais là t'as l'impression que c'est juste le sbire, quoi. Non. Donc c'est un peu dommage, mais par contre. Elle fout bien la merde à elle toute seule parce qu'elle arrive à mettre du poison dans le cérébro aussi au passage. C'est ça, ouais, elle connaît beaucoup de choses. Elle est quand même bien. Bien informée. Hein. En fait, tu te dis qu'une seule mystique. Ah bah ça vaut. Mais tu peux détruire un pays, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir un président. Là, elle se déguise en Trump, elle peut. Tu vois, imagine. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Depuis le début. Mais Trump et Jennifer Lawrence, vous l'avez entendu ici en premier. Voilà. Ouais, donc après il y a cette séquence où ils kidnappent le sénateur et ils lui font le truc qu'ils veulent faire à la fin. Le transformer en mutant. Ouais, on sait pas trop en fait. Si, ils veulent le transformer en mutant. Oui, mais ça marche pas. Et non, mais ils savent pas que ça marche pas jusqu'à la fin, quoi. Donc, ça devient un blob, une espèce de blob. Un blob, ouais. Tout simplement, ils se transforment en sorte de flaque d'eau. Comment ça s'appelle les méduses? De méduses, voilà, oui, c'est ça. Ouais, elle est très étrange cette séquence aussi où il passe à travers les barreaux. C'est assez. Elle est étrange, elle est bien faite, je trouve. Et j'aime aussi la séquence où il arrive sur la plage qui est aussi bien foutue. Ouais, super bien foutu. Ouais. Et encore ce dent de sabre totalement tocard qui n'arrive même pas à le soulever. Enfin, tu sais, le mec il a juste. Il se retrouve enfermé. Ouais, ça, il doit juste récupérer le mec qui a. J'ai pas le temps de gérer tes conneries. T'es trop nul, mec. Ouais, ça c'est Medusman, j'avais noté. Moi. Medusman. Ouais. Mais donc, non, tout ça, je trouve qu'au final, on a quand même tout le délire aussi avant. Avant ça, on a aussi tout le délire dans le train où ils arrivent à. Ça, c'est après, non? À la gare, je sais plus. Bon, en fait, c'est après. En fait, oui. C'est après ça, mais. On a un bon duel entre Charles et Magneto dans cette scène. Oui, mais toute cette séquence, en termes de. Il se passe pas grand chose quand tu décomposes. Avec finalement. Les flingues tournés vers les flics. Super bien. Vraiment, vraiment bien. Moi, c'est une séquence que j'adorais quand j'étais ado. Quoi. Vraiment,
C'est une séquence qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est marrant, c'est que c'est pas de la violence physique, c'est pas Dragon Ball, quoi. Ouais. Tu vois, non, c'est qu'en termes de baston, il y a pas grand-chose. Il y a juste le Todd qui balance 2 coups. Ah, voilà, et t'as Wolverine qui se fait éjecter dans le wagon, quoi. Mais sinon. Mais par contre, ouais, t'as Xavier contre Magneto, et c'est tout, c'est la base, et ça marche à 100%. Ouais, avec même le moment où il tire et la balle s'arrête juste devant le crâne, il continue de la faire un peu avancer. Enfin, non, c'est vraiment une séquence. Et pareil, les effets spéciaux sont bien foutus, quoi. Tous les flingues qui volent et tout. Il n'y a pas une seule seconde, tu mets en doute ce que tu es en train de voir, quoi. Et c'est quand même vraiment surprenant, quoi. Donc, non, là-dessus. Mais c'est ça qui fait que le film est assez condensé, quoi. Enfin, tu vois, assez rapidement, t'as des moments marquants et ça. C'est fluide, quoi. Pendant tout le film, on pense c'est fluide comme Sénateur Kelly. Exactement. Bravo. Avec cette. Bah là, on y arrive, de toute façon. Pendant tout le film, on pense que, enfin, les X-Men pensent que Magneto est après Wolverine. Mais en fait, il est après Rogue, et ça, c'est un peu le truc que tu remarques directement dans le film, quoi. Ouais. c'est tout de suite évident que c'est qu'ils sont après Rogue, quoi. Il y a pas de grand. Tu sais, ils essaient de faire un grand rebondissement, mais non. Oui, en plus, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire. Qu'ils soient après l'un ou l'autre, au final, t'es pas là pour le coup. Tu manques un peu d'implication sur les personnages pour vraiment être en mode genre non, vous voulez pas que ce soit elle qui veut l'attraper, tu vois. Et donc il a besoin de Rogue pour qu'elle absorbe ses pouvoirs, pour qu'elle puisse utiliser la machine qu'il y a que lui qui peut utiliser, mais il risque de mourir s'il l'utilise. C'est ça exactement. Donc c'est pas du tout tiré par les cheveux non plus. Non, c'est surtout très c'est lâche. Oui, c'est ça qui est un peu. C'est vrai que c'est le truc le plus lâche que Magneto ait fait dans tous les films, je trouve. Oui, je pense. Bah, la plupart du temps, il a une sorte de code d'honneur quand même, Magneto, quoi. Tu vois. Ouais, surtout de sacrifier un mutant aussi. Pour ça, en plus, sacrifier une mutante, ouais, tu te dis. C'est un peu dommage, ouais. Se cacher derrière une gamine comme ça. Ouais, c'est sûr que c'est pas. C'est le truc le plus lâche. Et là, tu sens qu'ils avaient pas encore bien saisi le personnage, peut-être. Ouais. Ils voulaient le faire vraiment méchant de James Bond, là, tu vois, plutôt que le vrai Magneto. Quoi. Le plan, il est quand même totalement tordu, quoi. Ouais. Mais donc là, si je me souviens, donc Rogue se fait kidnapper, il va mettre en place son plan, et t'as le professeur Xavier qui utilise Cérébro. Qui sont empoisonnés. Comment ça marche, le Cérébro? Alors, le fluide, ils en font quoi. Non, mais je me suis posé la même question. Je me suis dit à quel moment ce fluide va quelque part. Il va où le fluide? Je veux pas savoir, en fait. Mais c'est ça. Et c'est vrai qu'après, Jean, elle nettoie le fluide. Elle balance un petit produit bleu, là, et hop. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Je sais pas. En plus, c'est vraiment expliqué. Ouais, tu vois vraiment le côté, genre, on va lui mettre un truc vert poisseux. Il faut empoisonner le Cérébro. Ouais, mais comment on fait? Bah, on donne un fluide, je sais pas, moi. Fluide vert poisseux. Voilà. Et le bleu cristal va le réparer. Et donc, bon, au final, c'est juste une perte de temps assez juste. C'est pour enlever Xavier que Jean puisse avoir son moment. Et donc, son moment, c'est Cérébro, en fait, maintenant que j'y pense. Elle a son moment, mais c'est pas tellement. Elle tombe tout de suite, il n'y a pas un grand moment. Non, tu comprends qu'elle a à la fois des pouvoirs télépathiques et à la fois des pouvoirs de télékinésie, mais bon, c'est pas fou, quoi. C'est clair. Un truc que j'ai noté. C'est là où ils se désintègrent le blob. Ils ont une table holographique quand même. Ah bah je l'ai noté, la table holographique top notch quoi. Ouais c'est même Stark il en a pas une aussi bien. Non, ça va, elle est franchement. En plus il a reconçu c'est en 3D, en relief. J'adore comme on a accepté dans notre subconscient que c'était normal dans les films de super-héros d'avoir que les mecs ils ont tous des trucs. Encore dans les MCU, c'est expliqué par Stark. Oui. Stark a tout créé, tout a. Là, ça ressemble en fait à ce que Wakanda utilise. Ouais, ça ressemble beaucoup à la technologie Wakanda là. Wakanda, c'est expliqué, mais là, c'est juste. Ils ont juste une super technologie. Ils ont un jet privé aussi. Tu peux avoir le jet. Non, c'est ça, ouais. C'est une espèce d'hologramme en 3D, en grain de sable, un peu. Où ils ont leur argent, je sais plus. C'est Xavier, je crois. Ouais, mais c'est ses parents. Ah bah en tout cas, quand tu vois dans First Class, il est déjà dans un manoir. Je crois que c'est un truc avec ses parents. Ah ouais, il vit clairement d'une famille super riche. Ouais. Tu vois. Après, bon, il a beaucoup de thunes, hein, parce que. Ouais, il a beaucoup donné à la communauté. Voilà. C'est un mec bien. C'est un des riches qu'on tuera pas. Ouais. Non, il va mettre du temps à mourir. Il meurt tard. Ouais, donc ils ont une table holographique. Là, on arrive donc, le grand plan, c'est la Statue de la Liberté. Ça, je trouvais ça super cool à l'époque. Ouais, moi aussi, mais en regardant, je trouve ça ridicule. Mais oui, quand je dis encore une fois. Ça t'a pas fait penser à SOS Phantom 2 ? Ah, je déteste SOS Phantom. Bah oui. Mais quand même. Si, dans SOS Phantom 2, ils vont dans la statue, ils la font marcher et tout. Le 2, j'ai aucun souvenir. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, donc leur gros plan. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu vois qu'ils ont remplacé toute la flamme. Enfin. Hier, je me suis posé la question. Non, mais quand t'es Magneto, tu peux le faire en 2 secondes, ça.
de remplacer toute la flamme. Regarde comme il fait un pont en 2 secondes. Ouais, c'est vrai que tu l'arraches, tu mets la tienne à la place. Personne regarde, c'est un des trucs que personne ne regarde jamais, la Statue de la Liberté. Tu vois, c'est comme si t'enlevais le haut de la Tour Eiffel et tu la remplaces. Personne remarque. Ouais, tu me dirais, il y a ça dans Tomorrowland et personne en remarque. Ah, je l'ai pas vu Tomorrowland. Ah, faudrait que je revoie aussi, mais il y a ça. C'est une station orbitale, c'est un départ de fusée en fait, la Tour Eiffel. Donc là, on a les X-Men qui débarquent pour la bagarre. Le Final Showdown. Voilà, on a Mystique contre Wolverine qui est plutôt sympa. Ouais, avant ça, on a quand même Mystique qui m'a fait penser au personnage de Astérix Mission Cléopâtre, là, qui est joué par Chantal Lobby dans le film. Là, tu me vois pas. C'est ça, elle est déguisée en Statue de la Liberté avec juste les yeux au jaune. J'avais oublié. C'est typiquement ça, j'ai oublié de le noter. Tu vois, quand elle passe dans le mur et que t'as juste les yeux qui truquent. Là, tu me vois pas. Exactement. Et ben, c'est exactement ça. Donc, oui. Et là, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette séquence de je suis toi, tu sais pas qui je suis. Ouais, elle est sympa. J'aime bien. Et puis, tu vois à quel point Mystique est aussi agile et tout. Elle a un style de combat qui est hyper. Le style Mystique, il est cool. Il est tout de suite. Et il clash bien avec le style brut de Wolverine. Donc. Après, j'ai pas compris la logique de la physique de son pouvoir où elle peut créer des griffes, elle peut couper quelque chose. Elle peut créer des fringues, elle peut créer des griffes, elle peut créer tout. Voilà, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trop compris. Elle est magique. Elle est magique. C'est tout. Je comprends pas. Il y a une des rares phrases du script de Joss Whedon qui a été gardée dans le film. Ah. Et c'est très certainement la pire phrase du film. Le Dickhead ? Non, c'est qu'est-ce qui fait le crapaud quand tu vois, je l'ai noté, la tornade, j'ai noté tornade, la moins bonne blague du monde. Et ben en fait, elle est censée le dire d'une manière sarcastique, et elle le dit d'une manière sérieuse dans Parce que la phrase en anglais c'est You know what happened to a toad that struck by lightning, the same thing than anything else. Donc en français. Les gens qui ont écouté mon podcast Bonsplaining savent peut-être que je n'aime pas Halle Berry. Pour moi, dans ce film-là, tu l'aimes pas. Que c'est pas une très bonne actrice. Qu'à chaque fois que je l'ai vue, il y a eu une erreur et elle a gagné un Oscar. Voilà. Je suis vraiment pas fan d'Halle Berry. Parce qu'il n'y a pas que ce film, il y a Catwoman aussi. Il y en a. Que c'est pas une actrice que je trouve hyper mémorable. Et là, dans celui-là, elle est censée le dire d'une manière, Joss Whedon, elle est censée le dire comme Buffy. Buffy, quand elle tape un méchant, elle fait une blague comme Spider-Man, tu sais. Elle tape le méchant, et elle fait une blague. Voilà. Là, t'as Halle Berry qui elle fait comme tout le monde. Ah, mais là, cette phrase, elle est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est vraiment genre, que fait le crapaud quand il se fait toucher par la foudre? Donc t'attends à la punchline, et en fait, la punchline, c'est rien. Ouais. Ok. Et la blague, c'est ça, mais il faut savoir le dire. Ouais. En fait, si tu le dis d'une manière, rien. Tu vois, si tu dis rien, ça marche peut-être encore et encore. Maintenant que je le dis à voix haute. Non, parce que la vraie traduction, c'est la même chose que n'importe quoi. Ouais. Bon, ok, ouais. Bon, en tout cas, très bizarre. La traduction en français, c'était il fait aïe comme tout le monde. Voilà. Bon, à la limite. Bon, je m'en rappelle. Tu vois, c'est un des rares trucs dont je me rappelle de la VF. Écoute. Mais et là, quand même, toute cette séquence de. Donc là, il y a un peu. Travail d'équipe, beaucoup de travail d'équipe entre les membres des X-Men. Au début, ils galèrent un peu quand même. Oui, ils sont attachés parce que c'est Magneto. Mais avant, il y a le crapaud chaud un peu là, où justement il fait son truc où il frite tout le monde. Il fait son petit show avec son bâton. Et il se fait griller par. Et il finit par se faire griller par Storm, qui met du temps avant de se dire tiens, j'ai des pouvoirs magiques. C'est vrai que je peux voler, tiens. C'est vrai que je peux utiliser de la foudre, tout ça. Mais merde. Parce qu'au début, là tu te dis mais en fait tu ne sers à rien. Et t'es une déesse, tu sais. Ah oui, tiens, c'est vrai. Parce que là elle se fait défoncer, balancer dans la vitrine, elle réagit à rien, et ils sont quand même tous nuls. Là, c'est-à-dire que Cyclope il est nul. Son pouvoir, il arrive pas à tirer droit, et à chaque fois il se foire. Jean Grey, elle l'arrête en l'air, elle se prend un crachat sur la tronche. Bon, là tu te dis, c'est un peu des tocards, quoi. Cyclope, il faudrait, en fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est venu et qui a dit au fait, Cyclope, il est trop fort. Il n'y a jamais personne, c'est vraiment... Parce que, en vrai, Cyclope, il est trop fort. Il peut te faire un trou dans le monde, quoi. Non, mais c'est vrai, il a des lasers, vraiment, genre, au niveau des lasers, de la puissance des lasers, c'est le truc le mieux qui puisse se faire, quoi. Et il n'y a jamais personne dans les films où un moment où tu te dis ah putain il est vraiment très fort quoi. Oh non jamais. Parce que moi c'est un perso que je ne comprends pas le pourquoi le mec est central. Enfin tu sais genre tu te dis mais c'est nul quoi. Enfin parce t'as des pistolets laser dans les yeux quoi c'est tout. Il faut un Luke Skywalker. Ah c'est ça tu sais. C'est un mec un peu banal Monsieur Tout le Monde tu sais qui est gentil et qui est sympa. C'est Steve Rogers. Et Wolverine c'est Han Solo tu vois c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui c'est en fait c'est un peu Steve Rogers et Tony Stark quoi. Voilà c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, mais je le trouve moins intéressant que les deux archétypes similaires que tu as cités quand même. C'est moins intéressant que Magneto et Xavier. Quoi. Ah bah oui, non mais tellement moins. Voilà. Ça c'est sûr. Voilà, mais donc là... je te disais, il y a du bon travail d'équipe. Après,
Bah là, ils se retrouvent donc tous capturés en haut. Ouais, mais ils s'en sortent parce Magneto. que... Alors d'abord, ils s'en sortent parce que Wolverine se transperce le corps et se libère. Lui aussi, il se rappelle d'un coup que... Ah, mais en fait, ça me fait rien. Voilà, c'est ça me fait juste mal sur le coup et après ça va mieux. Et après, il se bat contre Sabretooth, là, sur le côté du... Et là, il y a ce fameux plan Matrix, qui est un des plans qui m'a le plus marqué de... Il y a un plan Matrix? Ouais, c'est le plan où il se raccroche à la statue avec sa griffe et il fait tout le tour de la corne. Ah oui, et il la coupe. Et il la coupe, et il remonte dessus, c'est un plan assez barjot. Ouais. Et là, je me suis dit, ah oui, là, vous avez vu Matrix, vous avez fait le même truc en mode ralenti 360 degrés. C'est dans le 2 qu'il y a un peu plus de Matrix, je trouve, avec Diablo. Avec Diablo et avec la version féminine de Wolverine, comment elle s'appelle? Ah, celle qui a des trucs aux jambes aussi, ouais. Non, qui a aux ongles. Aux ongles, c'est bizarre. Aux ongles, c'est dans Kingsman. Ah oui, c'est vrai, la fille dans Kingsman, la française. Je commence à confondre tous ces gens qui ont des pouvoirs magiques métalleux. Mais oui. Et après, en fait, ils utilisent le masque de Scott, parce que Scott, en fait, il lui enlève ses lunettes, et s'il ouvre les yeux, il défonce Jean Grey. Il tue Jean Grey. Et donc, finalement, ils lui mettent le masque devant les yeux en l'orientant un peu, et il arrive à tuer je sais pas qui, ou à libérer je sais pas qui. Enfin... Là, ils arrivent à viser bien pour pouvoir, je sais plus, faire un trou. Non, je crois que c'est Sabretooth qui se fait défoncer. Ouais, oui, c'est ça, il se fait éjecter dans le bateau. Et en parallèle, t'as donc Rogue qui se fait exploiter par Magneto, pour faire tourner la bobine, là, enfin tourner la turbine, étendre l'espèce de gros truc blanc en châtre bizarre qui s'extrait de cette espèce de truc blanc là, ce bouclier géant blanc là qui se... C'est plus une sorte d'électricité, non? Une sorte de champ magnétique. Ouais, de champ magnétique. Ouais, c'est un champ magnétique. Mais d'ailleurs, en parlant de champ magnétique, dans le comics, dans les premiers, le pouvoir de Magneto, il est très bizarre, hein, parce que c'est pas juste je contrôle le métal. Ouais, c'est un bouclier. En fait, mais d'ailleurs, les pouvoirs dans les comics, ils sont pas encore très très bien rodés. Ils peuvent un peu tous faire n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que Magneto, il fait des champs magnétiques, c'est-à-dire qu'il peut à la fois créer des boucliers invisibles et à la fois bouger des éléments. Il fait un peu tout ce qu'il veut. Ah, mais il le fait aussi. Hein. Bah là, je le vois jamais faire un champ magnétique, par exemple, dans les films. Pour moi, il contrôle le métal. Des of Future Past, je dirais qu'il le fait pas. Ah ouais. Faudrait que je le revoie. Parce que il est avec le stade, après il se fait tirer dessus, il y a tous les trucs, il arrive à contrôler. Et parce que pour moi, ça se voit. En fait, c'est pas un truc qui se voit dans les films, mais c'est un truc. C'est un peu comme quand Neo il se fait tirer dessus et qu'il arrête toutes les balles, tu sais. Ah ouais, je trouve que dans les films, on comprend qu'il arrive à contrôler le métal. Donc s'il y a une balle en métal qui lui arrive dessus, il peut l'arrêter. Mais tu sais, il y a pas ce qui lui permet de voler, par exemple. C'est grâce à son champ magnétique. Ah, pour moi, c'est parce qu'il a des bottes en métal. Ah, non, porte, tu vois. Non, il joue avec tout le champ magnétique qu'il y a avec la gravité, etc. Ah, tu vois, pour moi, c'était juste le métal qui contrôlait dans les films. C'est comme ça que je le comprends. Non, il peut contrôler plein de trucs, Magneto. C'est un des mutants les plus puissants, en plus de juste le métal, quoi. Ah oui, ok. Et donc à la fin, on a les X-Men qui vont s'associer pour balancer Wolverine en haut. Ouais. Donc il y a Storm qui le porte avec le vent, Jean Grey qui le stabilise. Ouais. Le problème c'est qu'il arrive en haut et donc Magneto qui est affaibli l'empêche de couper cette espèce de structure là. Cyclope lui en colle une bonne. Non oui, mais il a du temps. Ouais. il est là, il fait cherche. Moi, ce qui me fait rire, c'est que j'aime bien quand les réalisateurs font des suspens totalement. Je peux tirer, mais j'ose pas tirer. Oui, non, mais ça, c'est un suspense où tu sais, genre artificiel, quoi. C'est en mode genre, en fait, tout le monde pense qu'il va tirer sur la machine et donc potentiellement. C'est pas clair, là, je peux pas viser. Et donc en fait, lui, non, il veut juste viser Magneto qu'il a clairement dans le viseur, mais il met quand même tout le temps à se dire genre, bon, j'y vais. Ah bah c'est bon. Voilà, il est utile, Cyclope. Ouais, là-dessus, il est utile. il sert à quelque chose, le petit Scott. Et finalement, Magneto il y a Rogue qui chope ses mèches blanches. Sa petite mèche blanche, ouais. Qui a un bon look. Pour le coup, j'aime bien ce délire. Ouais, ça fait très adolescente du début années 2000. Ouais. Avec des gants. Tu sais, mais vraiment, quoi. Là, tu sais, un peu gothique, mais pas trop. Émo, voilà. Ouais. C'est tout à fait ça, quoi. Avec les mèches blanches qui écoutent du Evanescence. Ah, c'est totalement ça, ouais. Et la chanson générique de l'émission de Ruquier, là. In the Shadow. Ah oui, oui. Voilà. Emo années 2000, pleine bille. Et après, on finit avec avec les deux copains qui jouent aux échecs. Ouais. Une partie très longue. Savais-tu, j'imagine non, tu l'as appris aujourd'hui, que les deux acteurs, ils savaient pas jouer aux échecs. Donc ils font souvent, tu me diras, ils peuvent faire semblant. Il y a un pro des échecs qui leur a appris et tout. Ah ouais. Ça va aller. Donc maintenant ils savent. C'est devenu un des trucs les plus mémorables de. C'est vrai. Notre bannière actuelle, c'est les deux en train de jouer aux échecs. Donc. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu le mind game ultime, quoi. De toute façon, ça résume leur relation. Et Xavier gagne.
à la toute fin de cet épisode-là. Ouais. Après, voilà, il est... Alors bon, faut pas trop... Moi, ça me fait toujours marrer, c'est d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Magneto a perdu en haut de la tour, là, et le moment où il est arrivé dans cette cellule particulièrement pratique pour l'emprisonner. Est-ce qu'ils ont été obligés de l'assommer ou à chaque fois qu'il va pour se réveiller, il y a un mec derrière avec un gourdin qui attend comme ça. En bois, tu vois bien. Avec un bon gourdin en bois. Ouais. Mais tu vois, par exemple, s'il peut contrôler des trucs magnétiques... Parce que par exemple, une seringue, c'est du métal et tout. Donc s'il voulait le... Juste l'assommer... Non, mais après, dans le 2, il y a des seringues en plastique et tout. Enfin, ils ont tout un système de trucs en plastoc. Mais justement, s'il a des trucs magnétiques, il peut quand même... Elle est super cool, la cellule en plastique. Ouais, avec l'espèce de sas qui avance et tout ça, cool, c'est bien foutu. Mais comment s'il peut créer des champs magnétiques, il peut s'évader quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'avoir du métal en fait. Bah, c'est pour ça qu'il est au-dessus qu'il est au milieu de nulle part. D'accord. C'est quand il est connecté au sol. Ah ouais, en fait, quand il est proche du sol, il peut avoir parce que dans le sol il y a du métal. Écoute, dans le sol il y a du métal, donc tu vas regarder un C'est pas sorcier. Parce que ce serait pas mal, C'est pas sorcier sur Magneto, tu vois. Pour expliquer comment il fonctionne. Je comprends pas, donc écoute, mon cher Jamie, une petite chaîne YouTube qui peut se lancer, expliquer les pouvoirs des super-héros par la science. Tiens, il y a un autre truc que j'aime pas avec Halle Berry, c'est que dans ce film-là, elle a un accent kényan qu'elle a pas dans les autres films. D'accord, mais là, vu qu'elle dit 5 répliques, j'avoue que j'ai pas trop... Bah oui, elle a un accent kényan, là. Bah ok, donc qui est théoriquement fidèle à son personnage. Oui, mais elle le fait plus dans les films d'après, et c'est bizarre. Ouais. Je déteste quand ils font ça. Oui, t'avais du mal avec la Scarlet Witch qui a fait exactement la même chose, d'un seul coup elle a plus son accent. C'est clair. Je sais pas, moi, je vais régulièrement aux États-Unis. Si un jour j'y retourne et que j'ai plus mon accent, je pense que les gens ils vont se demander ce Déjà, tu devras changer de pseudo sur Twitter. Ils vont penser que c'est mystique, quoi. En plus, je devrais changer de pseudo. Bah ouais, apparemment que tu... Ouais. Non, et donc on arrive à la fin du film en 1h33, générique exclu, 1h45, générique inclus. Nous on a fait 1 heure, on a fait presque plus de temps à parler du film. Bah mais c'est intéressant, premier film de la saga, et franchement il pose c'est très bien. Moi j'ai vraiment apprécié le revoir. Donc un budget de 75 millions, qui est très peu pour un film de blockbuster. Ouais, mais parce qui a gagné... pas encore des blockbusters qui a gagné assurés, 300 millions au box-office. Donc c'est bien, mais c'est bien. C'est un bon succès. C'est un bon succès. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'ils font maintenant, c'est ridicule. Voilà. Je veux dire, un film s'il fait pas 600-700 millions, super-héros. Ce connard de Bryan Singer, parce que j'ai décidé de l'appeler comme ça. Ce connard de Bryan Singer avait banni les comics sur le plateau parce que Bryan Singer déteste les comics. D'accord. Et en gros, on lui avait c'est exactement comme Burton. Je trouve qu'il s'en tire mieux quand même dans le côté adaptation. Enfin, pour le coup. Ouais, parce qu'il a regardé le dessin animé des années 90. Et apparemment, c'est surtout ça qui l'a motivé. D'accord. Bah écoute, tant mieux parce que. Parce qu'il voulait pas le faire. Ils lui ont proposé 3 fois de le faire. Il a dit non, c'est pour les gamins, les X-Men. C'est pour les neuneux, machin. Enfin, et au final. Il a lu un comics, il a regardé le dessin animé et il a fait je veux bien le faire. Non, ce qui fera aussi un Superman, cet enfoiré. On n'a pas aimé les comics. Il fera aussi un Superman pour un mec. Mais je crois que Superman, c'est parce qu'il adorait les films de Donner. Oui, bah ça sent. Ça avait rien à voir avec les. Voilà, c'est une suite directe. C'est comme le 5, ouais. C'est pas Superman 5. Ouais. Moi, il m'a fait chier son film. Et il m'a fait chier son film, mais au moins il tue personne à main nue. Non, c'est sûr que là-dessus. De toute façon, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir démontrer à quel point Zack Snyder ne comprend pas les personnages qu'il adapte. Ouais, donc sa manière de choisir les personnages à Bryan Singer, à ce connard de Bryan Singer, ça a été de regarder l'intégralité de la série animée. Donc en gros, il a fait la même chose que moi quand j'étais gamin. Quoi. D'accord, écoute, j'aimerais bien voir son boulot un jour. D'ailleurs, il y a 2 bonnes séries. Il y a celle-là qui a quand même pris un petit coup de vieux. Oui, mais bon, moi j'avoue que je l'ai regardée de temps en temps à l'époque. Elle suit bien, ça suit vraiment bien. Il y a tous les arcs, il y a l'Apocalypse, il y a tout. Ah, mais j'ai peut-être me les refaire, tu vois, doucement, mais sûrement. Et il y a X-Men Evolution. Ça, je vois pas du tout ce que c'est. Qui date de 2001, un truc comme ça. Et c'est c'est beaucoup plus basé sur l'école et sur les jeunes mutants en fait. C'est plus sur les ados, c'est la version ado quoi. D'accord. Autant celle des années 90, je la regardais aussi de temps en temps. X-Men Evolution était vachement bien aussi. Mais l'autre dans un style différent, moins fidèle aux comics, mais franchement bien. Ok. Bah écoute, moi, je vais peut-être me replonger quelques épisodes de la série. Mais comme Spider-Man, j'aurais dû m'en refaire aussi avant le podcast parce que c'est des séries qui mine de rien. À mon avis, t'es quand même pas mal, plutôt fidèle aux comics et tout ça. Donc, je pense que ça vaut le coup de se replonger un peu dedans, quoi. On a 2 James Bond Girls dans le film. Bah oui, on en a une qui va le devenir et une qui l'était déjà. On the top, là, comment ça s'appelle Onatop. Xena Onatop, donc qui est jouée par Alain Pro. Je me demandais qu'est-ce qu'elle a fait depuis. Elle a joué dans une série qui s'appelle The Good Wife. Elle était dans The Good Wife. Bah, pour moi, c'est The Good Wife, d'ailleurs. Non. Ah bah si. Ah non, c'est pas elle. Non.
La femme de politicienne, là? Ah non, c'est pas elle. Ah bon, bah, tu vois, je me fourvoie. Non, J'ai toujours cru que c'était elle non, qui c'est faisait l'actrice d'urgence qui était avec De Grosse et tout. D'accord, mais alors je te Comment crois elle s'appelle? Ah, j'ai un totalement. trou, mais... Non, c'est pas du tout elle. Ouais, ouais. Ah. Mais là, faut que je vois ça et trop. Pour ça, je me disais, tiens, elle est dans The Good Wife. Ça... Ah ouais, tiens, j'ai toujours cru que c'était elle. Il y a eu 28... Ah oui, bah, elle se ressemble, Juliana Margulis. Margulis, ouais. D'accord, bah du coup, ouais, C'est qui était l'actrice d'urgence. Oui, en effet. Autant pour moi. Mais ok, bah ouais, donc c'est vrai si elle n'était pas dans The Good Wife, elle a en effet disparu de la circulation. Avant d'arriver à cette version de film qui, au final, franchement, je m'attendais à ce que le film ait vieilli, je m'attendais à ce qu'on ait vu tellement de films de super-héros que je l'allais le trouver lourd, et bah j'ai vachement bien aimé ce film. Ouais. Et bah il y a eu 28 versions différentes du script avant d'en arriver là. Et bah... Quand même. Bah ouais, mais tu sens que c'est un 28, script quoi. qui est bien ficelé. Ouais. Enfin, Ils l'ont travaillé. Voilà, vraiment, il a été et le 2 sera encore mieux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à faire mieux dans le 2. Quoi. Bah d'ailleurs, ouais, sur Twitter, toi, t'as posté ton classement. Enfin, on a tous les deux posté nos classements. Toi, pour toi, c'est First Class le meilleur. Mon préféré, avant c'est de tous faire voir. Mon préféré, c'est First Class. On va en refaire un classement après, je pense. J'adore l'origine de Magneto. Et enfin, donc toi, c'est First Class. Ouais. Et je crois qu'X-Men, il était 3ème après X-Men 2. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, donc ça va, c'est un ouais. Moi aussi, il était dans toi, le. Toi, t'as mis Logan 3, premier. Ouais, parce que j'attends de tous me les refaire. Ouais. Mais je trouve que Logan, il avait des. C'est horrible, Logan, j'ai un rapport très particulier au film. C'est-à-dire que j'ai envie de l'aimer, mais j'arrive pas à l'aimer pleinement, tu vois. Mais je trouve que j'aime tout ce qu'il représente, quoi. Moi, je sais pas, il m'a pas. Mais le film en soi, j'avoue que je l'ai mis premier parce que j'ai envie de voir plus de films comme ça avec cette ambition-là. Mais bon, on verra bien une fois que j'aurai tout refait X-Men, comment je le réaborderai. J'avais pas lu toutes mes notes, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai Storm. Pour jouer Storm, j'avais Angela Bassett, donc comme j'avais dit, Janet Jackson et Jada Pinkett Smith. Ok, bah ils ont pris franchement. Ils ont pris la seule Oscarisée. Elle l'était pas déjà, hein. Pour jouer non, elle l'était pas. Monster Ball, ça va. Je crois que c'est la même année d'ailleurs. Non, c'est après. C'est l'année où elle a reçu son Razzie pour Catwoman qu'elle a eu l'Oscar. Non, elle a eu le Razzie un an après. Bah, en tout cas, elle est allée au Razzie avec son Oscar. Oui. Mais donc c'est après. Non, parce que ça se déroule la veille des Oscars et elle serait pas allée à la cérémonie ici. Pour jouer le rôle de Cyclops. Ouais. T'aurais dit qui, tiens? Brad Pitt. Faut arrêter avec Brad Pitt. Non, mais imagine-toi 2000, c'est qui les deux grands noms? Brad Pitt, DiCaprio, évidemment. Non, en dehors de cela. Ah bon, bah alors... En dehors des Tom Cruise, Brad Pitt, DiCaprio... David Duchovny. David Duchovny. Non. Je suis nul avec les acteurs. Non, je sais pas, moi j'aurais dit Ben Affleck, Matt Damon. Ah bah oui, forcément. Ben Affleck et Matt Damon. Ouais, c'est vrai que Ben Affleck, il a une bonne tête de Cyclope, tiens. Et Ethan Hawke. Aussi, il a une bonne tête de Cyclope, ouais. Ça aurait été des grands noms, déjà. Ouais, ça aurait été mieux que celui qu'on a eu, qui est pas un mauvais acteur, mais qui est trop monolithique. Qui est très bien dans 30 Rock. Ah, dans 30 Rock, la série? Ouais. D'accord. Et on en reparlera de lui, parce que pour X-Men 3, il a refusé... Enfin, il pouvait pas revenir parce qu'il était dans Superman Returns, où il jouait le fils de Perry White. Tu te dis qu'il a préféré prendre le rôle du fils de Perry White plutôt que de continuer à jouer Cyclope. C'est pour te dire à quel point il en avait marre, quoi. Ouais. Il est pas dans le 3? Il meurt dans le 3. Ah, mais c'est ça. On le voit genre dans les 10 premières minutes et après il meurt. Oui. Pour jouer Jean Grey, Lucy Lawless. Je vois pas du tout qui c'est. Xena Ah ouais, Xena la guerrière. Coup de vieux. Enfin, ok. Ouais, bah je jouais avec une perruque rousse, enfin teint rousse. Ouais. À mon avis, c'était plutôt dans le. C'était plus 92, 93. Parce que 90, 2000, là, ça paraissait bizarre quand même. J'ai l'impression que c'était déjà une époque révolue. Donc voilà, moi je le mets bien haut dans mon classement, je l'ai mis 3ème et il reste 3ème. Bah écoute, peut-être qu'on pourra les classer au fur et à mesure, tu vois, chacun pourra dire si on le met au-dessus ou en dessous des autres. Ouais, on peut faire ça. Bah pour le moment il est premier de la liste, écoute. Là pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, mais je trouve que il est efficace et il a pas l'air d'être une origin story, il arrive à bien introduire le monde, enfin c'est un très bon épisode de commencement d'univers, quoi. Ouais. Et qui s'ancre bien, qui a pris un coup de vieux et qui à la fois j'aimerais... En fait, tu vois, c'est marrant parce que il y a une période où ils arrivaient à faire des films plus concis que maintenant, où ils sont obligés de faire 2 heures minimum et pour pas raconter grand chose. Et là, en 1h30, franchement, ils racontent tout ce qu'il faut, quoi. Donc, quand tu vois que des films comme Ant-Man and the Wasp, ça dure une demi-heure de plus, tu te dis ou Venom. Non, mais tu vois, ou Venom qui dure 2 heures. Qui aurait pu durer. Tu te dis, c'est surprenant, quoi. Tu vois, là, ils sont autorisés à faire un film qui dure 1h30 et qui fonctionne parfaitement.
Moi, c'était vraiment le DVD qui a beaucoup tourné à l'époque des années 2000. Ah oui, carrément. Beaucoup usé ce DVD. Parce que, celui-là et Spider-Man. Voilà, ça se matait facilement. Ah, quand tu disais, tiens, un petit X-Men. Matrix aussi. Ça se matait un peu moins facilement, mais. Ah, pour moi, si. Mais, je veux dire, enfin, c'est un peu plus long, c'est un peu plus. Voilà. Et Zoolander aussi, même. Dans les gens en costume. Bon, et parlons maintenant de la bande-annonce. Ouais, moi je suis hyper vénère. De Spider-Man Far From Home. Ouais, moi je suis hyper vénère. Bande-annonce qui nous montre que Happy Hogan, il a peut-être un truc avec la tante May. Ouais. Que Spider-Man, visiblement, il a récupéré son vieux costume. Ah tiens, il est en vie. Voilà, déjà. Que Nick Fury existe encore. Que Nick Fury est en vie. Que les ados vont en vacances scolaires en Europe sans avoir l'air traumatisés que ça. Que ça a l'air de garder le thème, le thème de l'adolescence du premier, que ça a l'air de rester fidèle au niveau du ton, etc. De Homecoming. Ça a l'air quand même. Ça sent que John Watts il continue à faire son truc, quoi. Oui. Il y a la gueule de Mysterio. On découvre que Mysterio est soi-disant un gentil qui aide à détruire les Elementals, qui sont genre un mec qui est fait d'eau, un mec qui est fait de feu et un mec qui est fait de sable. Et si on les met tous ensemble, ça fait Captain Planet. C'est ça. C'est une belle série. Ouais. et donc on voit la tête de Mysterio qui est jouée par Jake Gyllenhaal et qui dit Stay away of this kid. You don't want any part of this. You don't want any part of this. Voilà. Qui ressemble un peu à Prince of Persia Enfin, il y a un peu un délire cosplay. Il a un côté romain. Ouais, c'est ça, romain. Il a un côté romain. Par contre, j'aime beaucoup le costume parce que c'est vraiment fidèle aux comics. Ils ont gardé le. Mais il l'a pas quand il dit cette phrase, la boule. Non, mais ils l'ont. On le voit quand même dans le film. On voit quand même qu'il a le truc sur la tête. Ouais. Oui. Bon, ils ont osé, ils sont allés au bout. Aquarium sur la tête. C'est osé. Ouais. Moi, je suis assez vénère de cette bande-annonce parce que je fais partie de ces crétins qui avaient envie qui étaient naïfs, qui avaient envie de jouer la carte de la naïveté suite à Infinity War. Voilà, ils ont fini un film en nous tuant une majeure partie des héros avec une mort poignante de Spider-Man. J'avais envie de rester dans cette naïveté jusqu'à ce qu'ils nous révèlent comment ça va se passer avec Endgame. Et de là, de nous sortir la bande-annonce d'un film qu'ils ont officiellement annoncé comme étant après Endgame, alors qu'on est à 100 jours du film. Alors, je sais qu'il y a le deal avec Sony. Et que c'est entièrement Sony. Ils ont les mains dans ils sont bloqués, quoi. Je pense que si on demandait à Kevin Feige, il dirait ça me fait chier. Bah oui, c'est ça. J'ai pas le choix. Voilà, mais je trouve ça vraiment pourri parce que à 100 jours près, ils gagent vraiment juste. On sait tout. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'on sait tous que Spider-Man n'était pas mort. Enfin, c'est même pas le problème, c'est juste que. Ils ont confirmé que apparemment c'était après Infinity War. Ils l'ont confirmé, ouais. Ce qui a été dit. Moi, personnellement, j'y croirais tant que j'aurais vu le film. Si ça se trouve, le film va se finir avec Spider-Man qui rentre dans le bus qu'on voit dans Infinity War. Ce serait bien. Parce que ce serait plus logique que ce soit sa deuxième année après Homecoming, que ce soit sa deuxième année, tu vois. Ouais. Donc pourquoi pas. Moi, je préférerais, si c'est ça. Parce que, honnêtement, je trouve ça vraiment ballot de nous... En fait, moi, ce qui me dérange dans ce trailer, c'est que si c'est après les événements d'Infinity War et Endgame, il y a zéro trauma. Enfin, tu vois, genre, le monde qu'on te présente dans ce trailer, t'as l'impression... Il a pas l'air déprimé. Oui, enfin, t'es quand même... Je veux bien qu'ils reviennent en arrière, mais Thanos a quand même eu un impact... Enfin, soit t'annules totalement ce qui s'est passé, dans ce cas-là, c'est une fin qu'on n'espère pas, enfin, tu vois, à ce point-là. Bah, ils sont partis pour remonter dans le temps, donc il y aura beaucoup de ça. Ouais, bah voilà, c'est nul. Mais donc là, voilà, d'avoir juste des ados qui partent en Europe après que Thanos ait enlevé la moitié de l'univers, ça me fait un peu bizarre. Je me dis, c'est con. Et donc ça, il arrive à un moment qui, de toute façon, le virage post-Endgame va être hyper bizarre à négocier pour Marvel. Enfin voilà, ça va être. On attend tous de savoir comment ils gèrent ça. Mais... C'est pour ça que quand on avait fait notre critique, on avait eu notre conversation autour d'Infinity War, il y a pas mal de gens qui disaient oh Sofiane, t'es dur avec le film un peu quand même. Je disais parce que c'est la première partie. Moi j'aime bien ce que j'ai vu de la première partie. Mais il faudra voir ce que la deuxième m'apporte. Si je vois pas la deuxième, je peux pas parler de la première, tu vois. Enfin, si je vois pas le truc fini, le projet fini, j'arrive pas à me dire. Moi, j'arrive à me dire que ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que pendant un an, ils nous auront mis dans un état d'esprit particulier. Tu vois, qu'on aura vécu cette espèce de moment où pendant un an, tous les héros Marvel étaient morts. Quoi. Enfin, tu vois. Et je trouve ça dommage de gâcher ça par une bande-annonce d'un film qui avait pas besoin d'apparaître maintenant, qui quoi qu'il arrive aurait été intéressant de voir après. Enfin, tu vois, c'est juste bête quoi. Ce qu'ils auraient dû faire, bon le problème c'est que c'est Sony, ouais. Énormément. Non mais je veux dire avec Infinity War, c'est qu'ils auraient dû garder en vie Spider-Man, Black Panther. Oui, bah ceux si ces deux-là ils avaient gardé en vie,
On aurait eu le doute. On se serait dit, waouh, qui est-ce qui va survivre et tout. À part ces deux-là, bon, on sait, au moins on est tranquille. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un tel moment émotionnel autour de la mort de Spider-Man. C'est le plus gros moment du film, si tu réfléchis. Ah bah oui, c'est le moment le plus intéressant du film. Mais pour moi, je m'imagine que, honnêtement, je pense que c'est un des moments les plus marquants pour une génération entière de cinéma. Enfin, je veux dire, moi, j'imagine un gamin de 10 ans qui allait voir Infinity War, à ce moment-là, ça a dû lui clouer le bec, quoi. Comme Luke avec Je suis ton père. Pour moi, ça fait partie de ces moments de cinéma qui vont marquer une génération. Surtout quand tu sais pas du tout ce que tu vas voir. Exactement. Contrairement à nous qui avaient lu les comics, les machins, et qui connaissons le planning de Disney. Voilà. C'est ça aussi, c'est qu'il faut. Mais les gens qui y vont, ma copine, quand elle l'a vu la première fois, on l'a regardé ensemble, elle me fait putain, ils sont tous morts et tout. Mais c'est ça. Mais je pense et nous, les gens qui discutons de films sur Twitter et même en général dans les podcasts et tout ça, on est des gens avertis. Il faut se rendre compte qu'on est... on passe tout. Voilà, mais on est... Le trailer, ça fait même pas 2 minutes qu'il est sorti, qu'on est déjà décrypté. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on est une grande minorité. C'est-à-dire que t'as vraiment une majorité des gens qui ne connaissent pas... Et tant mieux pour eux, en plus, j'aimerais bien être à leur place, les ignorants sont bénis. Exactement, mais dans ce cas-là, il faut aussi se rendre compte qu'avec un trailer... C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une différence à l'heure actuelle entre la com officielle et la com des journalistes. C'est-à-dire que le planning, par exemple, des productions Marvel, c'est quelque chose qui est offert aux journalistes, mais qui fait pas partie de la com officielle, qui sont les affiches, les trailers, les trucs que tu vois de manière... Non, tu vas aller au cinéma, tu vas voir Spider-Man. Et je trouve ça dommage de personne lambda, tu vas voir Spider-Man. C'est dommage de te faire avoir là, dans la com par ça. Et là, on doit pointer notre doigt sur Sony. Voilà, c'est ça, comme d'hab. Comme d'hab. on en a marre. Hein. Ouais. On croyait qu'on avait fini Spider-Man, ça y est, on allait plus parler de Sony, mais non. Non. Et non, mais en plus, c'est vrai que c'est dommage. Après, bon, voilà, il y a un truc rigolo dans le teaser, dans le génie de la bande-annonce, quoi. Il y a un moment où il y a son passeport, mais ils ont flouté les dates. Ouais, ils ont flouté pour pas qu'on sache. Voilà, donc il y a quand même un mystère qui reste, qui plane. C'est pour ça que je me suis dit que c'était possible que c'était avant, justement. Ouais, possible, ou même, on verra. Mais j'avoue que ça m'a un peu, je trouve ça dommage, et c'est un sujet qui me fascine. Moi, je trouve qu'Infinity War, la fin, c'est un truc qui m'a vraiment fasciné cette année. Parce qu'il y a beaucoup de gens toi qui fais par exemple un podcast sur James Bond, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont vraiment eu... Moi, j'ai vraiment classé les réactions entre naïveté et arrogance. Il y a un côté où les gens qui se disaient genre, oui, non mais on sait tous que ça va arriver, donc oui, mais quand tu commences un James Bond, tu sais qu'il va accomplir sa mission. Moi, c'est pour ça que je disais, j'attends la deuxième partie. C'est ça. Je disais tout le temps, j'attends la deuxième partie. Moi, j'avais envie de croire. J'avais envie d'être naïf et d'y croire. Et de jouer le jeu de ce qu'ils voulaient me faire croire. Mais là, ils m'ont vraiment mis une balle dans le pied tout seul, quoi. Bon, et sinon, Mysterio. Bah écoute, je connais pas du tout le héros. Le méchant. Ouais, je connais pas du tout le méchant. Et là, apparemment, c'est un héros. Mais c'est sûrement un méchant qui se fait passer pour un héros. Il y a des gens, ils font un parallèle avec le méchant des Indestructibles. Ah oui. En expliquant qu'il risquerait d'avoir le même, un peu la même démarche. Tu vois, ce côté, en fait, c'est lui qui provoque pour... il provoquerait le truc en étant un peu derrière pour devenir un sidekick d'un héros qu'il adore. Enfin, tu vois. On verra. Mais bon, Guillenol, c'est pas un mauvais bout, quoi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, X-Men 2. X-Men 2, le meilleur. De la trilogie, en tout cas. Oui, de la trilogie, je pense. À la prochaine. Au revoir. Salut.